Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité dédiée à la sphère des comics et de leurs adaptations. Avec l'ami Corentin ici présent. Salut. On se retrouve 3 fois par mois pour faire le tour de ce qui est croustillant dans ce monde merveilleux des comics, très loin des préoccupations beaucoup plus concrètes du monde et de notre futur sur cette planète qui va exploser d'ici quelques années, à n'en pas douter. Mais tant qu'on peut lire des bandes dessinées, écoutez, c'est ce qu'on va faire. C'est toujours plutôt sympathique comme activité, ne trouves-tu pas, très cher Corentin? Oui. Eh bien, je suis bien content. Avant toute chose, on tient simplement à vous rappeler que ce podcast ne peut exister que par son public, c'est-à-dire vous, celles et ceux qui écoutez. Et donc, pour le soutenir, vous pouvez partager nos émissions, commenter sur notre site internet, mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et évidemment nous soutenir sur Tipeee. Profitez-en, c'est la fin de l'année, donc j'allais dire c'est pas les soldes, mais il y a les étrennes qui tombent, donc si vous voulez faire un cadeau de Noël à First Print, vous avez la page Tipeee dans notre description à chaque fois. Et on remercie nos derniers contributeurs qui se sont manifestés, tels que Nougat et Rojaz. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir filé un petit coup de pouce depuis la dernière émission du Front Page, et merci à toutes celles et ceux qui sont présents, aux 134 personnes qui sont présentes actuellement et qui nous permettent d'envisager ce podcast sur le long terme. Ceci étant dit, Corentin, nous allons donc commencer par la partie comics, puisque c'est ce qu'on préfère. D'ailleurs, ce podcast, il y aura clairement, là on est sur du 70% de bande dessinée. Moi, c'est les émissions que je préfère du coup. Pareil. C'est vrai. Même si, tu vois, la partie série télé aurait pu être encore plus courte. Oui, c'est vrai, oui, mais j'avais envie d'en placer un petit mot, juste moi pour ce truc-là. Et en même temps, droit, c'est moi qui fais le conducteur depuis le début. C'est vrai. J'ai pas trop le choix. Parce que c'est ça, parce que je suis tyrannique. Exactement. et que tu n'as pas le choix. Donc, on va commencer. Alors, toujours, bien entendu, souvent, au début du podcast, on fait un peu le point sur des projets en financement participatif ou qui arrivent. Et il y en a un quand même qui va être plutôt sympa, qui n'est pas encore préparé, mais qui arrive en janvier 2023. C'est un artbook, une monographie dédiée au travail de l'artiste français, le concept artiste Alexis Briclot, qui s'appellera donc Multiverse, The Art of Alexis Briclot. Ce sera un ouvrage édité en anglais et en français par Huggin & Menin, donc une maison d'édition qui est spécialisée dans les beaux livres, mais qui édite aussi quelques comics comme le Madman de Michael Allred ou le Nocturnal de Dan Brereton. Et donc en janvier, il y aura une campagne sur Kickstarter pour faire cet artbook. On se rappelle que Huggin & Menin avait tenté l'année dernière de faire l'édition française du double ouvrage monstrueux The Art of Marvel Studios, enfin qui était vraiment dédié en fait à tous les concept art en fait sur les films de l'Infinity Saga. Donc là on s'intéresse à Alexis Briclot, donc un artiste français qui travaille dans différents secteurs pour le jeu vidéo mais aussi pour le cinéma et notamment pour Marvel Studios. Donc c'est pour ça que nous depuis qu'on écrit sur Comics Blog, on a souvent partagé ses travaux parce qu'il met souvent ses concept art en ligne après les sorties des films. Donc là ce sera un ensemble, un gros pavé, un très beau livre grand format qui sera édité, ou dans lequel en fait en plus de ses travaux il y aura des commentaires et des anecdotes de la part de l'artiste, plus une interview fleuve conduite là-dedans. Donc voilà, donc il y aura, on vous en reparlera de toute façon début janvier quand la campagne sera mise en ligne, parce que je pense que c'est un projet qui va intéresser beaucoup de monde, et surtout que c'est Alexis Briclot. J'aime bien faire ce jeu de mots parce que voilà, il est français. Il a fait du Spawn aussi, Alexis Briclot. Ouais. Il fait plein de covers aussi, oui, pour les éditeurs aussi. Pas mal chez Image, effectivement. Il a fait des cartes à jouer, je crois aussi. Oui, chez Wizards of the Coast, ouais. Et c'est le concept artiste du jeu Remember Me. Tout à fait. Le premier jeu de Dontnod, si je dis pas de bêtises, avant qu'ils se mettent au jeu narratif à choix multiples et tout. Effectivement, vous pouvez retrouver sur le site. Alors ça s'écrit Alexsi, et pas Alexis avec un X comme les autres Alexis. Ouais. On avait effectivement partagé pas mal de fois. Il avait fait du Love and Thunder. Oui, il avait fait du du Ragnarok, pardon. Non, mais Love and Thunder aussi pour Gore, okay. Il avait présenté ses concept art pour Gore. Du coup, et pas mal de costumes, pour Ella sur Ragnarok. Excellent artiste français, grand virtuose de la peinture numérique, qu'on aime beaucoup chez les geeks. Et que je peux teaser, on recevra certainement en début d'année prochaine du coup pour parler un petit peu de cet artbook et pour parler de concept art de façon générale. Donc Alexis, on te dit à bientôt.
On continue du côté des futurs projets qui arrivent, du côté de Comics Initiative. On fera plus de débriefs dans le prochain front page parce qu'il y a beaucoup d'annonces en ce moment et donc il faut un petit peu juste étendre un peu feuilletonner tout cela. Mais il y a un titre qui arrive qui a l'air incroyable. Corentin, ça s'appelle Grizzly Shark. C'est écrit et dessiné par Ryan Otley et ça a l'air complètement débile mais dans le bon sens du terme. Moi, je trouve que ça a l'air, je savais pas qu'il avait fait ça et ça a l'air fabuleux. Bah, il y a des requins donc moi je suis pas forcément très clair. Oui, c'est vrai. Mais moi du coup complètement c'est dans mon délire. Grizzly Shark, si vous avez lu Shirtless Bar Fighter, c'est un peu du même tonneau, c'est une sorte de parodie du cinéma de genre avec des gros monstres, sauf que là en l'occurrence c'est une parodie des films de requins. Pour celles et ceux qui ne voient pas le film de requin, donc qui est créé fameusement par Spielberg dans Les Dents de la Mer, qui accouche de tonnes de suites de piètre qualité, dans la mer 2, dans la mer 3D, dans la mer 4, La Revanche. Et tous les films de l'Asylum qui sont sortis entre temps, l'attaque du requin géant à 2 têtes, Sharknado, les Sand Sharks évidemment, les requins des neiges, tout ça. Oui, c'est ça, ils ont fait aussi des tempêtes de neige de requins. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est un genre qui était très très pillé. Et donc, Ryan Otley, ça faisait rigoler. Rappelle-moi Arnaud, l'artiste de Ultra Mega. James Aaron. Voilà. Alors, c'était pas James Aaron malheureusement, mais donc, Ryan Otley et un autre dessinateur donc que je vais rechercher tout de suite avait eu l'idée en fait de faire une sorte de parodie aussi des Mega Shark contre Giant Octopus et tout, en prenant en fait 2 créatures utilisées souvent dans les films d'horreur qui étaient donc les grizzlies et les requins, et de faire une sorte de double série avec d'un côté les ours, les grizzlies aquatiques et de l'autre les requins des bois. Voilà. Donc, ça n'a aucun sens. Donc c'est effectivement extrêmement Jason Howard. Ça. Oui. Coup, pardon, oui, c'est Big Girls. Je confonds deux de tes obsessions personnelles. Donc oui, voilà, c'était un petit peu ça le projet au départ. Malheureusement, Howard n'était pas disponible parce qu'il travaillait sur Trees avec Warren Ellis. Et Ryan Otley, qui avait besoin d'une pause dans la série Invincible, s'est autorisé ce petit projet en 3 ou 4 numéros, donc où on suit des personnages qui vont dans la forêt et qui vont se faire bouffer par des requins. C'est extrêmement violent. En fait, dès qu'un mec se coupe, ça attire les requins des bois puisque le sang attire les requins. C'est trop con. C'est extrêmement gore, c'est très débile, c'est vraiment débile. Et on est vraiment, on a un croisement entre Shirtless Bar Fighter et des séries d'humour gore. Bon, là, je manque d'exemples tout de suite, un peu à la Donjon, peut-être, je sais pas, enfin, voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui aiment le crado, c'est du Otley, du série Z, quoi, vraiment. Comme on aime. Ouais, tout à fait. Et c'est un projet, oui, qui est assez ambitieux parce que c'est quand même cool de l'avoir de la part, de Comics Initiative, d'aller chercher Ryan Otley, qui est un grand dessinateur pour Invincible et aussi pour ce qu'il a fait chez Marvel récemment ou entre-temps. Donc du Spider-Man et du 2000 Hulk, aussi, rappelez-vous. Ouais. C'est un peu l'esprit Rick Grimes 2000, tu vois, dans le côté débilité. Ah ouais. C'est vraiment ultra débile et c'est un bain de sang, au sens propre du terme. Et, pour rien vous cacher, il a quand même gardé un peu l'idée des Grizzlies de l'eau. Trop bien. Il y a des bastons grizzly requins. Et je sais pas si ça sera. Je sais pas si c'est un argument de vente, mais il y a des bastons entre un requin et un grizzly dans cette BD. Mais je me demande si c'est pas un peu aussi, s'il l'a pas choisi aussi parce que t'as un film qui s'appelle Cocaine Bear qui sort l'année prochaine, qui a l'air aussi incroyable, avec un ours qui prend de la coke qui du coup se livre à un gros massacre dans une forêt. Ça a l'air génial. Voilà. Génial. Non mais moi c'est vraiment mon délire Non, apparemment, en plus il était hyper bien reçu ce film. Donc, ouais. Non mais voilà, donc des grosses bestioles qui se bastonnent avec du gore du partout. Je pense que voilà, si vous voulez un bon moment de pur délire, ce sera plutôt pas mal. Donc ça arrivera en 2023 chez Comics Initiative en financement participatif évidemment sur Ulule, et donc on vous en reparlera à ce moment. Autre sortie dont on va parler qui arrivera prochainement, c'est chez Black River, et en fait c'est une nouvelle tentative en fait de sortie pour Ragnarok, donc une histoire de Walt Simonson dont un premier tome avait été publié chez Glénat il y a quelques années et dont la suite n'avait jamais vu le jour. Donc là l'éditeur va pouvoir retenter l'édition en VF de cette publication, sachant que peut-être qu'à l'époque ça avait été retardé parce que la publication VO prenait plus de temps que prévu. Et là en fait il y a une première série en 12 numéros, donc en 2 albums plus une mini-série supplémentaire, ce qui fait que techniquement l'éditeur pourra publier l'intégralité de Ragnarok en 3 tomes si tout se passe bien et que le public cette fois-ci se montre au rendez-vous. Corentin. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu de quoi ça parle Ragnarok? Ragnarok, c'est une sorte de Dark Knight Returns pour le dieu du tonnerre Thor. Donc il se passe quelques siècles après que le fameux Ragnarok mythologique de la prophétie scandinave qui dit que voilà, à la fin des temps, le grand loup et le serpent et Thor et Odin et Loki, tout ça, tout ce beau petit monde va se bastonner pour la dernière fois, que leur baston va provoquer l'incendie de l'arbre des démons d'Yggdrasil
et que partant de là, ce sera soit le renouvellement des temps, soit la fin en fait de la mythologie telle qu'on la connaissait jusqu'ici. Donc là, on est dans un monde qui croise un petit peu une esthétique science fantasy avec un petit côté Marvel quand même, parce que ça reste du Simonson, où donc une elfe noire va être envoyée pour tuer une créature qu'elle ne sait pas ce que c'est, par un commanditaire mystérieux, et quand elle arrive pour tuer la créature en question, elle s'aperçoit que c'est le dieu Thor, qui est bien décharné, hein, c'est plus Raziel de Legacy of Kain, ou l'empereur de Warhammer, ou le héros de la série Darksiders 2. Oui. Qui s'appelle Death. Voilà. C'est un peu cette esthétique-là, très comics, justement, très Marvel années 80, en fait. Qui donc, va redécouvrir le monde post-Ragnarok. Et un peu régler ses comptes avec celles et ceux qui auraient survécu au déluge. Donc voilà, c'est du Simonson récent. C'est 2016, je crois, la première série. Ragnarok. Ouais. Effectivement, ça avait déjà été édité une fois, sans succès, et depuis complété en VO. Donc pour celles et ceux qui sont fans de cette mythologie, même si je sais pas si ça s'adresse vraiment aux fans de assez Valhalla ou des trucs comme ça, parce que c'est pas aussi noble, c'est pas aussi nordique au sens premier du terme. Non, mais là c'est de la BD divine. Oui, et puis alors il y a clairement sûrement une accointance effectivement avec le fait qu'il publie les comics de Assassin's Creed Valhalla, parce qu'il y a d'ailleurs un autre album de Valhalla qui sortira l'année prochaine chez eux. Donc je pense qu'il y a une forme de pont, de passerelle qui essaye d'être faite. Après c'est aussi Walt Simonson, donc pour les lecteurs qui connaissent, c'est de la même façon que tu prends Neil Gaiman d'un côté, tu prends Garth Ennis de l'autre, tu prends aussi Walt Simonson, c'est des noms connus et a priori, mais pourtant qui ne sont pas non plus dénués de prise de risque, parce qu'effectivement la première édition n'avait pas marché. Quelques lecteurs qui ont dit effectivement que c'était dommage, que eux trouvaient dommage qu'ils aient pas voulu faire une intégrale directement en fait. Oui, je suis d'accord. Mais après c'est ce qu'ils disaient dans le podcast qu'on avait fait ensemble, c'est que en fait ils sont encore trop jeunes pour se permettre de faire des albums trop gros, je sais pas quoi. Bon après c'est aussi des stratégies de publication marketing. Après de toute façon faudra voir leur. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a de toute façon des fans de mythologie scandinave en France, les fans de Vikings sont très nombreux. Vous les reconnaissez leur coupe de cheveux, ou en fait qu'ils fassent des grands GN dans la forêt, qui s'appellent tous Ragnar et Qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Mais non, je suis fan de Nota Bene et le youtubeur historique, et justement il avait fait un épisode avec William Blanc d'ailleurs, en podcast, cool. Moi un peu déconne, où ils reviennent sur tous les stéréotypes en fait qu'on prête au peuple viking, qui est pas vraiment un peuple d'ailleurs. Viking, ça veut juste dire le voyageur, grosso modo celui qui part à la guerre ou qui part marchander, qui prend le bateau pour se casser de son pays et vivre des aventures. Et ils expliquaient justement qu'en fait des espèces de coupe avec où t'es rasé sur les côtés, là le dégradé sur les côtés, et avec la queue de cheval en arrière, c'est un peu à la Viking. Nota Bene disait que c'était un peu la coupe mulet des années 2010. Et je trouve ça assez rigolo parce qu'effectivement j'ai connu pas mal de mecs qui étaient dans ce trip un peu paganiste et tout, donc mais des potes. Je me permettrais pas de manquer de respect aux coupes de cheveux, amis auditeurs et auditrices. Ouais, surtout vu les Mais en plus ils sont nombreux, c'est ce que je te dis. Il y a un public pour ça en France. Il est très très présent au festival de métal. Donc très bien, c'est cool pour eux. Simonson effectivement continue à produire, j'allais dire malgré son grand âge, mais qui continue à produire des sagas assez longues, quelque part 3 tomes c'est plutôt pas mal. Ouais, donc c'est cool pour Black River qui, comme tu dis, complète intelligemment un peu son offre, on va dire vraiment produits commerciaux capitalistes pour faire du produit dérivé de jeux vidéo, avec des BD qui sont des œuvres de grands auteurs, de grands noms de la bande dessinée américaine. Donc quelque part ça équilibre, et puis ça fait du bien au marché, hein, comme on verra. Voilà. On verra si ça fait du bien au marché, on verra si ça marche. Mais en tout cas, on vous en reparle. Pour le coup, celle-là, on vous en reparlera. C'est un peu comme le Marjorie Finnegan de Garth Ennis. C'est plus ce genre de titre qui nous intéresse, en tout cas, dans la ligne éditoriale de cet éditeur. Corentin, on continue avec une petite actualité. Alors, celle-là, clairement, on n'est pas sur le terrain que l'on maîtrise le plus, mais je trouve que c'est quand même cool d'en parler. Pour le principe, c'est que la maison d'édition Fair Square Comics s'est associée avec, je crois que c'est Black and White Edition en France, pour ramener aux États-Unis Photonic, le super-héros français imaginé par Ciro Tota, qui a fait le bonheur des lecteurs des éditions Lug il y a maintenant beaucoup d'années, avant même que nous n'étions nés. Mais je trouve ça super cool que c'était sorti en 1980 et quelques jusqu'en 1987, et donc en fait Fair Square Comics, donc c'est la maison d'édition qui a été montée par Fabrice Sapolsky, donc le co-créateur de Spider-Man Noir, ancien fondateur de Comic Box, et qui avait pris
pendant un petit temps la direction de l'univers H1 aux Humanoïdes Associés. Donc maintenant en fait il fait vraiment sa maison d'édition indépendante aux États-Unis, avec notamment l'anthologie Noir is the New Black, sur laquelle il a d'ailleurs ramené plusieurs artistes français. Donc voilà, il mène pas mal. Il y a aussi Lady Bird qui est édité chez eux. Donc il continue d'étudier des projets, des créations originales aux États-Unis, mais voilà, il veut aussi essayer justement, je crois, d'appeler un petit peu au lectorat qui aime justement les comics des années 80, qui aime justement les vieux X-Men, les vieux le vieux c'est sans jugement de valeur, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est pour ce type de lectorat qu'il veut l'éditer aux États-Unis. À ton avis, est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui es un énorme fan de Photonic, oui, évidemment. Moi, je le poster et le tatouage. C'est ça. Sur voilà. Ça m'inspire pas grand chose, pour être honnête. Je trouve intéressant ce que fait Fair Square, ce que fait Sapolsky en général, qui reste pour moi une sorte d'anomalie sur le marché américain en tant que français, justement, qui est un peu sur plein de sujets à la fois, et plein de projets à la fois. Il y avait même un truc de magazine, je crois. Oui, Mutiny Magazine, qui continue d'être édité. Voilà. Donc c'est un vrai passionné, ça c'est sûr, il y a pas de souci là-dessus. Ça reste d'ailleurs un auteur de BD assez régulier aussi, pour des titres un peu indés, un peu bang bang et bourrin et tout. Donc c'est cool. Et puis quand même, comme tu l'as dit, Noir is the New Black était une belle initiative, relativement peu suivie, j'allais dire, même si ça a fini par venir pour mettre en avant du produit noir américain, par rapport à l'affaire George Floyd, puisque c'est tombé la même année et tout. Donc non, il y a des bonnes choses qui sortent. Par contre, Photonic, je vais pas vous mentir, je ne connais pas bien ce personnage, évidemment. Comme tu dis, je n'étais pas né, et accessoirement, j'ai pas beaucoup lu de comics français de cette période-là. Je pense que c'est risqué. Ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait comme justement un produit qui vient de France et qui donc propose une sorte de décalage culturel intéressant à vendre à nos amis américains, pourquoi pas. Par contre, si c'est pour faire un super-héros de plus sur un marché qui est déjà largement saturé, qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu vois, c'est pas parce que c'est un Français que forcément c'est exotique pour les Ricains, tu vois. Ouais, mais je pense plus que vraiment que l'ambition, c'est vraiment de cibler un peu sur cette rétro nostalgie qu'on voit chez pas mal d'éditeurs en ce moment. Et justement de dire, puisqu'en ce moment il y a une forme de revival un peu justement de la fin des années 80 et des années 90, pourquoi ne pas en fait aussi faire découvrir tout simplement un produit qui vient de France et qui a fonctionné à l'époque, en fait, qui a marché. Les Ricains sont nostalgiques de trucs qu'ils n'ont pas connus. Ils sont nostalgiques d'une époque, donc ils vont voir quelque chose qui leur rappelle ça, et par association ils se disent vu que c'est vraiment, je suis directeur marketing, je dis vous avez aimé ces comics de cette année-là, regardez, il y avait ça aussi de l'autre côté de l'Atlantique, et vous risquez très certainement de kiffer parce que c'est du oldies but goodies super-héros tel que vous avez kiffé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je suis persuadé que ça marche dans ce sens-là, en fait. S'il n'y a pas un travail de pédagogie pour expliquer justement qui est Photonic, qu'est-ce que ça, à quoi ça correspond. Après, ils vont le faire. Ils vont expliquer. Il y a le previews, il y a les textes et les résumés. Là, l'avantage aussi du système de publication, c'est que tu le fais dans des single issues de 60 pages quand même. C'est des gros single issues, et avec, ils profitent de l'occasion pour faire d'autres couvertures et des nouvelles couvertures, justement, par rapport à celles qui existaient à l'époque. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites aussi pour adapter la publication française, mais sur un marché, donc, qui a, ses propres mécaniques de fonctionnement aux États-Unis. Oui, peut-être. On verra bien, hein. Et on continue du côté de la VF toujours avec une annonce plutôt surprenante de la part de Panini Comics, puisque on a appris que le Monkey Meat de Juniba sera édité chez eux l'année prochaine. Oui, un titre dont on avait déjà parlé en Back Issues pour le premier numéro, je crois. Oui. Donc dans un monde un peu bizarre et aux portes de l'apocalypse comme d'habitude, on va s'intéresser à un conglomérat alimentaire qui fabriquerait de la viande de singe, en référence d'ailleurs, j'imagine, à la fameuse viande de singe que bouffaient les soldats dans les régiments pendant la guerre, avec cette espèce de corned beef que les fantassins appelaient le singe. Tu sais, je sais pas si t'as entendu dans Kaamelott quand les mecs disent du singe. Alors, j'ai jamais regardé Kaamelott. T'as déjà entendu l'expression t'as du singe ou... Non. Bon, voilà. C'est par rapport à ça veut dire c'est les rations de nourriture des soldats, c'est la viande dégueulasse que bouffaient les soldats. Donc voilà, en l'occurrence un titre qui s'inspire un peu de l'esthétique Gorillaz, qui justement met en avant cette thématique simiesque, avec un petit côté aussi Charlie à chocolaterie, mais infernal, puisqu'on va visiter justement l'île sur laquelle est fabriquée cette viande assez particulière, et qui a un côté, disais-je, Arnaud, s'il te plaît, extrêmement chaotique, extrêmement critique de l'industrie agroalimentaire en général, hein, c'est du capitalisme. Du capitalisme. J'avais pas envie de dire le mot capitalisme parce que c'est trop facile de dire ça. Ouais, mais en même temps, c'est quand même très virulent contre. Oui, c'est très énervé. Il y a plein de fausses publicités. Il y a effectivement ce côté touriste, ce côté industrie à grande échelle et tout. Donc ouais, non, c'est un projet que moi je trouve très bizarre,
très foutraque. En fait, il y a plein de choses dedans, mais qui en tout cas graphiquement est superbe, comme souvent avec Juniba. Et l'un des projets d'un jeune dessinateur qu'il faudra suivre d'ici les années à venir et qui a priori va compter puisqu'il est quand même déjà validé par pas mal de gens dans la street. Ouais, c'est ça, c'est parce que même ses couvertures marchent très très bien. Il a fait quelques histoires justement de Black Panther ou de Tortue Ninja qui ont aussi très très bien fonctionné, tout ça. Donc c'est donc un artiste sénégalais qui vit en France et ce sera l'occasion. Une histoire sur le capitaine Nemo. C'est ça. Et ce sera l'occasion justement, quand ça sortira, on aura enfin le prétexte pour aller le retrouver. On espère qu'il sera disponible pour parler de cette bande dessinée avec nous. En tout cas, on vous en reparlera parce que c'est vraiment très atypique et en même temps, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu bordélique mais généreux à la fois qui fait que c'est rigolo, c'est très noir par moments, ça fait beaucoup de références au reste de la pop culture. Il y a clairement une influence manga aussi par moment. Il y a clairement jeux vidéo aussi. Moi, je trouve un peu de l'Odyssée d'Abe. Ouais. Enfin, je sais pas si les gens voient ce qu'est Abe, mais enfin c'est un truc dans lequel les Mudokon font de la bouffe avec leur propre corps et tout. Enfin c'est assez dégueulasse. C'est trop bien. Petit côté Bad Taste aussi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça sortira l'année prochaine, en début d'année prochaine chez Panini et on vous en reparlera évidemment parce que c'est vraiment et clairement c'était pas du tout chez eux que je m'attendais à ce que ça sorte pour le coup par rapport, mais c'est vrai qu'ils font pas énormément d'indés, mais tu vois ils arrivent à piocher, ils te font un Goodnight Paradise de Joshua Desert, Alberto Ponticelli et puis un petit Monkey Meat parce que pourquoi pas. Voilà. J'ai envie de te dire les choses comme ça quoi. Lisez plutôt ça que Axe ou que je sais plus Dark Web. ou Dark Web, ce genre de trucs là. Mais autre annonce importante récemment chez Panini, c'est la collection Petit Prix qui revient. Et oui, la collection Petit Prix Corentin. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est que cette année? Eh bien, vu que ça sort en mars 2023 et que ça sort même, je crois, le 8 mars 2023, et qu'est-ce que c'est Corentin que le 8 mars 2023? La journée des droits des femmes. La journée international des droits des femmes, Corentin. Mais voilà, si tu veux être phallocrate, c'est tout. Si tu veux être un gros phallocrate, tu peux dire c'est la journée de la femme. mais comme ça seulement, précisément. Et puis dire on va vous offrir des fleurs et du parfum. Ah ouais, ça va hein, c'est bon, c'est tous les jours la journée de la femme avec moi, tu sais. J'adore les femmes. Super. Voilà. Corentin, t'as encore pris une voix de dégénéré, quand même, faudra arrêter, hein. Franchement, c'est pas respectueux de faire ça dans un podcast. Voilà. Commencer, tu rigoles ou quoi? Oui, c'est vrai. Oui, mais je vais engueuler, c'est lui qui vient en premier. Je me suis dans sa blague de merde, je me fais engueuler, tu sais. Je préfère me dédouaner sur toi. D'ailleurs, annonce, la blague de la grosse mythe arrive après la partie comics, parce que la blague de quoi? La blague de la grosse mythe. Ça, c'est du storytelling. D'accord, voilà. Alors ça, il fallait pas le dire aussi vite la première fois, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment pété. La grosse mythe. De la grosse mythe. Oui, j'avais compris maintenant, c'est bon. Parce que quelqu'un l'a demandé dans les commentaires du dernier podcast, donc clairement, je sens que la demande elle est là et donc on va vous la raconter. Cool. Donc, par contre, justement, vu que c'est la journée internationale du droit des femmes, et voilà, sur la thématique en général, le mois de mars aux États-Unis, c'est le Women History Month. Donc ça fait maintenant pas mal d'années que les deux éditeurs Marvel et DC sortent des anthologies Women of Marvel ou Women of DC. Donc là, il y a une collection qui sera dédiée aux super-héroïnes. Cette fois-ci, seulement 6 titres plutôt que 10. Et alors, on vous stoppe tout de suite. L'éditeur a directement dit qu'à partir de maintenant, ces collections-là ne feraient plus que 6 titres. Et j'imagine que la hausse des prix et tout ça fait que, vu que c'est clairement des albums sur lesquels il faut vendre énormément pour se faire de la marge, j'imagine qu'ils ont ajusté le tir pour réduire le nombre d'albums par collection. Et donc, qu'est-ce qu'on aura là-dedans, Corentin? Donc, 6 albums. Le premier, c'est Jessica Jones, alias Origine Secrète, qui reprend alias 22 à 28 de Brian Bendis et Michael Gaydos, avec notamment le passage de flashback où tu vois le passé de Jessica Jones en Jewel et où tu vois comment elle s'est fait complètement mindfucker et martyrisée par le Purple Man. Et donc c'est l'arc aussi qui la met ensuite en face de retour au Purple Man. D'ailleurs c'était cette époque-là où Bendis avait l'habitude de demander à ses dessinateurs quand ils faisaient des flashbacks de les dessiner dans un style, tu sais, qui faisait Silver Age, ou années 90 pour le coup, c'était une super série de toute façon, Alias en général. Donc petit chef-d'œuvre. Ils avaient pas fait du Alias encore? En fait, ils ont réédité tout Alias en Marvel Deluxe au cours des dernières années. Donc là, ça permettra d'avoir une porte d'entrée. C'est un récit qui fait vraiment les origines de Jessica Jones. C'est clairement pour ceux qui ont regardé que la première saison de la série. Je pense que ça va leur rappeler pas mal de choses parce que c'est vraiment l'arc qui a servi d'inspiration pour la saison 1. Il y aura aussi du Miss Marvel. Forcément, avec Kamala Khan, avec un arc de la série de la série de 2014 qui était écrite par J. Willow Wilson et qui était dessiné par Adrian Alphona, donc l'équipe qui a co-créé le personnage. Donc c'est rien de révolutionnaire
mais c'est hyper sympathique. Enfin, ça explique vraiment pourquoi cette série a trouvé son succès. Voilà. Là, c'est cool parce que c'est pas les origines, parce que le premier arc, c'est vraiment comment elle obtient ses pouvoirs, comment elle fait son costume, comment voilà, etc. Là, elle va combattre du vilain dans les égouts, avec des petites aventures. C'est très joli, c'est très frais, c'est très pop. Et effectivement, c'est peut-être plus intéressant que de revenir systématiquement au premier pas, à la découverte des pouvoirs, etc. Surtout que ça, je pense qu'ils l'ont fait, j'imagine, avec le Marvelverse ou avec les Next Gen, je pense, parce qu'ils avaient édité le début de la série, donc je pense qu'en fait, ça ferait, enfin, c'est pas comme si ça les gênait de faire des doublons dans leur collection à petit prix et tout ça, non, mais tu crois. mais du coup, pour le coup, là, ils ont essayé de, justement, d'éviter ça. Il y a le toutou. Oui, il y a Lockjaw dedans. Ah oui, il y a Lockjaw dedans. Qui est trop bien. Tu l'as pas dit, du coup. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, non, mais c'est vrai. Alors que j'aurais dû commencer par ça, en fait. Voilà. C'est un arc où il y a Lockjaw, donc il y a l'énorme chien Inhuman, qui permet de se téléporter, et c'est un énorme bulldog et qui est trop bien. Il est magnifique. Voilà. C'est la team chien est contente. Ah, bah, complètement. Oui, en plus, je l'avais mis dans mon article, j'avais mis un album pour la team chien. Du coup, je suis vraiment complètement matrixé même dans ma façon de rédiger. Le troisième album, c'est du She-Hulk par Dan Slott et Juan Bobillo au dessin, avec un peu de Paul Pelletier aussi. Donc, c'est tiré de la série She-Hulk de Dan Slott. C'est complètement aussi un arc qui vous montrera de quoi s'inspirer la série Disney+, puisque là, c'est Jen Walters qui est recrutée pour être l'avocate dans un cabinet qui s'occupe des affaires superhumaines, sauf qu'à l'inverse de la série, en fait, elle est recrutée en tant que Jen Walters et pas en tant que She-Hulk. Donc on lui demande justement d'avoir son apparence humaine, parce que justement dans la série vous voyez qu'au début en tant que She-Hulk elle mène un peu une vie un petit peu de fiesta, et que justement elle commence à casser les pieds un peu des autres Avengers, parce qu'elle ramène des mecs dans le Avengers Mansion, elle fait des teufs, elle se gare mal et tout ça. C'est vraiment, voilà. Donc c'est complètement humoristique, avec ce côté aussi sur son métier d'avocat. Donc vraiment pareil, c'est vraiment ça. Enfin ça se voit clairement que la collection elle est pensée pour en appeler faire les relais avec les séries de Disney+. Ouais, complètement. Et les films. Un volume de Captain Marvel avec les 6 premiers numéros de la série de 2014 de Kelly Sue DeConnick et de David Lopez. Donc David Lopez, du coup, c'est super joli au dessin, et ça montre en fait Captain Marvel qui en a marre d'être sur Terre et qui part dans l'espace pour aider une réfugiée en fait à lutter contre un envahisseur impérial galactique qui n'est autre que le papa de Star-Lord. Donc il y a aussi du caméo des Gardiens de la Galaxie, et en plus c'est dans cet arc là que c'est la première fois que Rocket Raccoon voit le chat de Carol Danvers et dit ça s'appelle pas Goose dans les comics, c'est ça, il s'appelle Chewie. Exactement. Et en fait il fait putain mais c'est pas un chat, ça c'est un Flarken, c'est un alien ultra dangereux. Et Carol qui fait mais non, c'est juste un chat. Et en fait c'est la première fois qu'a été introduite la notion que le chat de Carol Danvers dans l'espace les chats ont des tentacules. C'est ça, ouais. Ensuite le 5e tome, donc c'est Black Widow, des liens indéfectibles. Donc c'est les 5 premiers numéros de la série de Kelly Thompson et Elena Casagrande, donc le truc le plus récent qui soit sorti et qui a déjà été édité du coup il y a même pas 1 an et demi en fait dans leur format 100% Marvel. Donc là ce sera la bonne occasion pour les prendre. C'est pas Joel Jones au dessin? Non, c'est Elena Casagrande, mais qui a une allure de Joel Jones effectivement. Donc un arc, quoi que Corentin puisse en dire, qui a reçu un prix aux Eisner Awards pour la meilleure nouvelle série. Voilà, ça on en pense ce qu'on veut. Corentin il est pas d'accord. Moi je trouve il y a des fournées moins intéressantes que d'autres, c'est tout. Oui, non, voilà, c'est ça. Mais moi je trouve que c'est quand même du blond Black Widow. Là c'est vraiment le principe un peu à la mémoire dans la peau, puisqu'en fait on retrouve donc ou Don't Worry Darling. Ou Don't Worry Darling, hein, carrément, mais peut-être que les gens l'ont moins vu que La Mémoire dans la peau, j'ai envie de dire. Confirme que c'est le cas. Et puis La Mémoire dans la peau, c'est aussi un espion, donc c'est quand même peut-être plus. Mais il y a pas ce côté, elle va, enfin, dans Les Mémoires dans la peau, il a pas une vie familiale avec des gosses, tu vois. Ouais, c'est sûr. Black Widow, voilà, a une vie familiale avec un mari, des gosses, et comme si elle avait jamais été espionne et tout, et donc, Hawkeye va la retrouver, et avec le Winter Soldier, essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Voilà, effectivement, un synopsis très classique, on a déjà vu dans plein d'autres œuvres de fiction. Mais c'est joli, et il y a des scènes de combat qui reprennent les techniques de David Hara. Ouais, tout à fait. Donc c'est très joli graphiquement. Et le 6e tome, c'est du Thor, mais donc Thor Jane Foster, forcément pour faire un lien avec sa présence dans l'horrible Thor Love and Thunder. Mais justement là, vous aurez l'occasion de savoir pourquoi les gens qui ont détesté Thor Love and Thunder l'ont tellement détesté. C'est parce que ce genre, voilà, vous aurez un exemple très bien de l'arc donc de Jason Aaron et de Russell Dauterman au dessin, qui montre donc là Jane Foster affronter plusieurs vilains en fait. Parce que Malekith est en train vraiment de foutre le bordel dans les 9 royaumes, parce qu'il y a la fameuse guerre, la War of the Realms qui est en train de se préparer à cette époque-là. Et donc c'est Aaron au scénario, Aaron qui était très bon à ce moment-là sur l'ensemble de son run de Thor, Russell Dauterman qui est un monstre au dessin. Et limite, moi je le trouve très frustrant cet album, parce que pour moi toute la période Jane Foster ne peut se lire que en ensemble, sinon tu n'arrives pas à comprendre pourquoi c'est génial. Mais c'est quand même
un arc qui vous montre quand même aussi pareil la dualité du personnage, le fait que en étant qu'elle est atteinte d'un cancer et que le fait de se transformer en Thor en fait ça accélère aussi sa maladie tout simplement, et donc dès qu'elle redevient normale elle est encore plus malade, donc vraiment c'est est-ce que je risque ma vie pour les autres pour essayer de sauver le reste du monde alors que justement que Thor Odinson est indigne et qui ne peut pas prendre Mjolnir, donc voilà, c'est très intéressant, c'est super. Qu'il y a Russell Crowe qui déshabille non, et justement il y a pas ça. Parce qu'il a une très non, c'est épique, c'est sérieux, c'est pas de la. Ouais, mais du coup, c'est pas drôle. Non. Moi, je veux de l'humour. Ouais, mais du coup, je suis le grand public, je veux de l'humour. Je pense que le grand public a la parfaite occasion de se rendre compte pourquoi c'est vraiment génial. Et après, c'est vrai que par contre, pour suivre le reste du truc, c'est soit dans des albums en 100%, mais dont certains doivent plus être disponibles, soit c'est l'omnibus beaucoup trop cher. Donc, j'imagine que les bibliothèques seront à votre ami. Mais qu'est-ce que tu penses? Enfin, la section, moi, je la trouve plutôt cool quand même. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais pour le coup, elle est cool. Il y a pas de fausses notes. Si, il y a Black Widow, mais. Oh, t'exagères. Non, mais bien sûr que j'exagère. Non, elle est cool, la sélection. Après, c'est peut-être un peu dommage de toujours faire des correspondances entre films, séries, séries. L'année dernière, il y avait un peu de tout, je trouve. Après, il y avait peut-être plus de titres, évidemment, mais là, précisément, si je devais en recommander, en fait, tout. Attends, l'année dernière, t'avais les 10 ans de Spider-Man, enfin, les 60 ans de Spider-Man. Donc, il y a un personnage quand même très populaire parce que aussi les adaptations, ouais. Et après, et l'autre, c'était les grandes sagas, et c'était quand même des arcs qui avaient servi d'inspiration pour les 3/4 d'entre eux pour des films ou des séries aussi. Donc, quand même toujours cette passerelle, elle est toujours faite. Après, pour Jessica Jones, il n'y avait pas d'obligation, même si on sait qu'elle va revenir dans le MCU, il n'y a pas d'obligation de le faire, ils le font, c'est pas sûr. Bah non, c'est sûr et certain. Ah ouais? Je suis prêt à Paris kebab. Non, pas kebab, parce que je commence à, tu vois, là, je m'empâte un peu, c'est Noël et tout. Paris repas sain. Ok, Paris Salad Bowl. Salad Bowl. On est parti. Super. Donc voilà, Paris Salad Bowl pour le retour de Jessica Jones, mais du coup voilà, excellent arc de Brian Bendis, Michael Gaydos, c'est que vous devriez lire en complet là encore, tu vois. C'est trop bien. Moi je trouve ça limite dommage de commencer par la fin entre guillemets, tu vois. Ouais, mais après c'est un arc quand même pour l'avoir relu, du coup c'est quand même un arc qui est autocontenu, franchement. Ouais. Mais bon, bref, voilà. Ouais. Miss Marvel, c'est très bien. She-Hulk, j'avoue, moi, je suis pas un grand fan du travail de Slott sur le personnage. Ah ouais? Ça ressemble effectivement, probablement, parce que c'est pour ça que j'aime pas la série She-Hulk non plus, tu vois, parce que ça ressemble effectivement beaucoup à la tonalité qu'il a donné dans son truc à lui. Niveau graphique, pareil, notamment, je trouve ça un peu vieillot par rapport à d'autres trucs qui sont dans la liste. Ouais. Cette espèce de style un peu toon, post-muscle, post-sexy des années 2000, enfin du milieu des années 2000. Captain Marvel, c'est très bien. Black Widow, c'est pas mal. Et Thor, effectivement, c'est mieux de lire toute la saga, même pas forcément que celle de Mighty Thor. Il faut tout lire, en fait, du Thor de Jason Aaron. Oui, mais ça, c'est un investissement de temps et de J'ai pas dit, il faut tout payer. Oui, c'est vrai. Vous pouvez emprunter, vous pouvez vous faire prêter les tomes par des rédacteurs en chef strasbourgeois, par exemple. Mais voilà, non, c'est bien, non, c'est une bonne collecte. Effectivement, je trouve ça cool que ça reste que 6 titres, parce qu'on parle aussi du revers de la médaille pour ces collections-là, c'est qu'elles inondent le marché et que beaucoup de gens vont dans les librairies pour acheter que ça, et le fameux achat d'impulsion auquel on croit beaucoup. En fait, si tu prends déjà 4, 5 tomes ou 6 tomes à 7 €, ça te fait déjà 40 balles, t'as pas forcément l'achat d'impulsion qui va avec. Donc là, le fait de réduire la quantité avec des personnages qui n'intéresseront pas tout le monde, ça peut être une bonne façon justement de multiplier les achats. Concernant les couvertures, j'aurais pu me passer de ça de J. Scott Campbell. J'aurais pu me passer de J. Scott Campbell, effectivement. Disons, la She-Hulk, je trouve qu'elle représente pas du tout le ton ni de la série, ni de ce qu'il y a à l'intérieur au niveau graphique, en fait. Ouais, pour le coup, ça ressemble pas au style justement de Bobby Lowe, ça ressemble pas à Pelletier. Ça fait héroïne badass, musclée et tout, alors dans la série c'est plutôt comique. Ouais. Donc non, pas forcément très séduit. C'est vrai que J. Scott Campbell, par contre, j'ai pas compris, parce que si le but c'est d'attirer des nouveaux lecteurs, ou même en fait de parler à un lectorat plus féminin aussi, celle de J. Scott Campbell, je suis désolé. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment et tout ça, il y a pas de problème, mais faut dire ce que c'est du gros male gaze. C'est la fameuse pose torsion du dos qui permet de montrer le cul et les nichons à la fois sur un même dessin. Backbone break. Et c'est un truc vraiment que en général le public féminin n'aime pas, parce que c'est vraiment très stéréotypé justement d'une école de dessin qui est considérée comme vieillotte et qui n'a pas forcément... qui est vieillotte. Après, on peut être fan de Scott Campbell, mais je sais pas si beaucoup de jeunes lecteurs... Ça repousse. Ça peut quand même... Enfin, nous, on a vu pas mal de réactions en disant que c'était clairement des nanas qui... Moi, je m'y suis habitué à force depuis 20 ans, oui, bien sûr. 15 ans que tu passes devant les covers de Scott Campbell, tu finis par t'y faire, tu vois. Comme Mark Bagley et les nombrils de Mary Jane, tu vois. C'était un peu obligé de dire, bon, ça correspond à une époque, à une école, c'est un style et tout. Mais c'est surtout que ça ressemble pas du tout au style de Casagrande. Je trouve que ça donne une image tronquée. Pour le coup, oui, c'est sûr. Alors que la fab de ces albums, j'y reviens, pour moi, elle est toujours très bien.
Tu vois, le fond uni avec une couleur, un code couleur pour chaque personnage et tout, et le héros ou l'héroïne en pied ou en 3/4 et tout, c'est très bien, c'est une bonne idée, tu vois, justement par rapport à d'autres covers Panini comme les Must Have avec le bandeau doré dégueulasse et tout. Donc pourquoi justement choisir des covers qui ne représentent pas le style de ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, alors qu'à l'inverse, les autres sont toutes très représentatives de ça. Là, je comprends pas trop. Je pense parce que en fait, nous on râle et beaucoup de gens râlent sur J. Scott Campbell, mais il vend beaucoup. Hein, voilà, c'est une rosta en France du côté des comics. Qu'ils se sont dit que ça pourrait attirer le chaland, mais à mon avis, justement, c'est une erreur stratégique. C'est que justement, ces albums-là peuvent plaire à un public, à une démographie de lectrices qui se posent la question de se mettre aux comics parce qu'elles sont fans des héroïnes Marvel, parce qu'elles trouvent que ça cale un creux de femmes d'action dans le cinéma et tout. Que là, justement, tu leur vends pas en fait un truc qui est très féminin, à mon avis. Après, on peut être très fan de J. Scott Campbell, y a pas de souci, sans être un affreux phallocrate encore une fois. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai jamais trop kiffé, même Danger Girl qui est plutôt marrant, non. Ouais. Très bien. Et c'est pas qu'on n'aime pas ou qu'on déteste ces trucs-là, c'est juste que c'est une question de goût de toute façon. Oui. Et il n'y a pas de problème si vous appréciez ça. Mais effectivement, là, par rapport au but nous aussi, on aime bien en plus parfois des artistes qui sont un peu dans le sexy. Ah oui, complètement. Ça, tu vois, c'est juste, là, je trouve que c'est pas adapté. Mais surtout précisément pour Casa Grande, parce que ce style qui est Joel Jones. En plus, Casa Grande, c'est super bien, quoi. Justement, voilà, ça marche très bien, c'est vendeur, c'est attirant. Et ce côté un peu réaliste et comics à la fois. Enfin, j'aurais dit à la limite, tu sais, ça aurait été dessiné par Brett Booth, je sais pas, tu te dis, ok, on met plutôt du J. Scott Campbell parce que c'est un peu plus beau, tu vois, et désolé pour les fans de Brett Booth, c'est un peu facile, c'est la marotte, tu vois. Non, t'es pas désolé. Moi, je me dis, on va se faire moi, je suis hors sol. Oui, c'est vrai. Et, mais du coup, là, Casa Grande, elle a fait là les couvertures et son dessin est largement, hyper bien. Donc, je veux dire, il n'y a pas de honte du tout à vouloir la mettre en couverture. Donc, c'est un peu, un petit peu chelou. Mais bon, ça arrivera donc en mars 2023 et, à vous de voir si vous voulez, vous intéresser à ces titres. Et on le dit à chaque fois, je le répète encore une fois, vu que ça coûte pas cher pour une fois, n'hésitez pas à les offrir. C'est comme ça qu'on montre aux gens que les comics existent encore, sont présents sur le marché, qu'il y a des gens qui en vendent, et peut-être que si vous connaissez ou des gens qui sont intéressés par Marvel Studios au premier degré, qui aiment bien suivre cette saga, qui trouvent ça vraiment cool et compagnie, ou qui ont pris leur pied devant l'un des produits dont on a évoqué tout à l'heure sur Disney+, ça peut être vraiment un truc qui active une passion, une curiosité, une envie de s'y mettre, parce que encore une fois, personne ne dit dans les médias grand public que les comics ça existe encore. Donc il faut que ça passe par le bouche à oreille, et là, vu que c'est pas un gros investissement, n'hésitez pas à essayer d'évangéliser vos potes, votre famille. Si vous avez des jeunes, on peut les endoctriner, par exemple, tu vois, ça commence comme ça aussi. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas, et Arnaud, tu peux reprendre le micro et poser ce téléphone. Merci. Et donc on continue des comics, d'autres annonces qui arrivent du côté de Urban cette fois-ci, puisque vous le savez, Urban pour l'année 2023 veut faire un mois un auteur, et donc en avril ce sera Jeff Lemire qui sera mis en avant, un scénariste qui œuvre en indépendant de façon boulimique, même plus que prolifique, tu vois, parce qu'il sort vraiment des titres à non plus savoir qu'en faire, et donc plusieurs séries d'horreur qui arriveront l'année prochaine pour accompagner donc cette mise en avant, notamment du Little Monsters avec Dustin Nguyen et sa fameuse série d'horreur qui sort en graphic novel, le Bone Orchard Mythos, qui a été traduit du coup pour le mythe de l'ossuaire, je sais plus quoi. Le mythe de l'ossuaire. Le mythe de l'ossuaire, pardon. Donc de Jeff Lemire avec Andrea Sorrentino au dessin. Corentin, ça arrive donc en avril. Ouais, alors attention, c'est pas que des romans graphiques, hein, les bonnes. Oui, il y a aussi une mini-série. Un roman graphique, une mini-série, un roman graphique. Mais disons qu'en France, ça sortira qu'en album pour le coup. Oui, de toute façon, en France, il y a beaucoup de choses qui ne sortent qu'en album, tu sais, Arnaud Kikou. Ah bon? Oui. Oh, c'est incroyable ce que tu me racontes. Les trucs, voilà. Non, est-ce qu'il reste des kiosques en France, je suis en train de me dire. Donc oui, il y a le Batman bimestriel et techniquement le Marvel Comics mensuel. Bah non, enfin en kiosque, ils font leur réédition de trucs oldies là, Mighty Marvel et machin ça. Et ben voilà. Les trésors de exact. Marvel. Merci Arnaud. Donc oui, il en existe encore un peu. Élaboré. Donc ouais, alors Little Monsters, on en avait parlé, c'est la réponse de Jeff Lemire à Sa Majesté les Mouches ou à Lost Boys ou au mythe du vampire enfant qui est bloqué pour l'éternité dans un corps qui ne vieillit pas, et là un groupe de jeunes enfants qui sont donc des vampires va survivre à l'apocalypse, à l'effondrement, à la fin du règne humain, et commencer à trouver un peu dans les décombres des potentiels survivants, mais ils vivent entre eux, ils vivent coupés du monde des adultes, et donc ils vivent avec leur code d'enfant. Il y a un côté un peu un doux amer, c'est très particulier à lire. Pour moi, c'est pas du tout un projet dont on se souviendra dans quelques années, à mon avis. Parce que c'est juste l'aboutissement de la logique, en fait, de Jeff Lemire sur le monde des enfants et le monde des adultes. La violence qui s'insinue dans la réalité des enfants, alors qu'elle devrait pas, etc. C'est pas non plus du grand Nguyen, je trouve.
Donc c'est lui qui avait fait Descender et Ascender. Le fait de couper de la couleur, je trouve que c'est pas une bonne idée. Donc voilà, ça c'est mon avis sur Little Monster, mais ça sort, et si vous êtes fan de Jeff Lemire, vous pouvez y aller si vous êtes à fond dans ce côté justement violence chez les gosses. Chacun son truc. Et à côté de ça, donc il y a le Bonheur Card, effectivement, enfin le mythe de l'ossuaire, qui est le nouveau grand projet en fait d'univers partagé ou sériel ou feuilletonnant que Lemire a lancé après Black Hammer, parce que Black Hammer c'est fini. Il y aura d'autres séries Black Hammer, mais la saga canonique de Black Hammer à la ferme, on va dire, c'est terminé. Black Hammer à la ferme. Black Hammer, ça commence dans une ferme. Black Hammer à la montagne, Black Hammer à la plage. Le tronc principal de la saga Black Hammer s'est achevé. Il y aura quand même des spin-offs et des continuations, mais pour l'instant, en tout cas, c'est terminé. Et donc, Lemire, qui n'arrive pas effectivement à s'empêcher de travailler, a retrouvé Andrea Sorrentino pour monter un nouveau projet, qui donc passe par des romans graphiques et des mini-séries, et qui, en fait, a peut-être plus à voir, tu vas me dire si je me trompe, mais a peut-être plus à voir avec un truc comme le monde de Conjuring, tu vois, où en fait on évolue à l'intérieur d'un même monde des franchises séparées comme Annabelle ou les autres trucs de Conjuring, et qui sont pas forcément obligés de se croiser. C'est-à-dire que oui, en fait, ça porte le même nom, mais c'est plus une tagline, un petit peu comme les romans à la limite Chair de Poule, tu vois. Ils sont pas liés les uns aux autres. Il y a pas un univers partagé Chair de Poule où la poupée va retrouver l'espèce de super-héros bizarre, tu vois. Donc là, c'est un peu le même truc. Chaque histoire sera autonome a priori. Donc la première, le passage, c'est un mec qui va un peu à la The Lighthouse, qui va sur une île où il y a un phare et qui découvre un trou. Et on sait pas vers quoi mène ce trou, si c'est une porte vers les enfers, si c'est une porte vers l'abîme, etc. Enfin, c'est très particulier. Et la deuxième, des milliers de plumes noires, qui est plus proche d'un truc un peu à la Stephen King, justement, où on va interroger le mythe de l'enfance entre deux gamines qui se créent un peu un jeu, qui après ce jeu va l'attraper dans le présent. C'est un peu Lovecraftien aussi. T'as un peu de tentacules, si on veut. C'est très noir, c'est très morbide, c'est très morose, c'est de la vraie BD d'horreur. D'atmosphère, plutôt, c'est pas de la BD gore où tu vas avoir des têtes coupées, etc. Mais c'est vraiment, une BD qui cherche les ambiances, qui cherche la noirceur, qui cherche le côté sinueux, on va dire, le dérangeant, tu vois. Donc, c'est très bien dans les deux cas. J'ai pas fini Les Milliers de Plumes Noires, parce que c'est pas fini en VO encore. Mais, pardon, je suis désolé. La grippe me rattrape. Mais, donc oui, voilà, c'est Jeff Lemire qui sera l'une des vedettes des grands mois Urban Comics. Une belle initiative, je trouve, et qui permet de ramener pas mal de titres en VF, à pas forcément très cher, parce que là, Little Monster, c'est prix découverte à 10€. On va parler tout à l'heure d'un autre titre. Quoique. Est-ce que Domain, il est à 10€, je suis en train de me dire? Non. Je sais, là, je l'ai pas. Mais donc voilà, en tout cas, Jeff Lemire qui continue à proposer des albums. Là, si vous êtes fan du style de Sorrentino, c'est du bon Sorrentino varié, qui change de style à chaque album et tout. On est content, j'ai envie de dire, mais plutôt pour Bonheur Card que pour Little Monsters. À mon humble avis, vous pouvez me dire si j'ai tort dans les commentaires, bien sûr. Mais non, parce que Thor, c'est chez Marvel. Ça faisait longtemps. Ouais, t'as vu? Ça faisait au moins un podcast. Bon, ça en faisait plus. Ça faisait au moins ça, c'est clairement une vanne qui est oldies but goodies, tu vois. T'as fait les brioches dans le dernier. Oui. T'as dit que Marc Millar c'était pas brioché. Oui. Au lieu de dire boulanger. C'est ça. Parce que si vous avez pas entendu à cause du son bizarre, Arnaud avait vraiment fait une blague très nulle dans le dernier podcast et je vous en souviens collectif. Genre, j'ai fait une blague très nulle que dans ce podcast. Mais celle-là était vraiment très nulle. Oui, bah attends la blague de la grosse mythe. Allez, Corentin, également du côté du Urban Comics, donc Public Domain de Chip Zdarsky. Une histoire que si vous aimez bien un peu la condition des auteurs dans le monde de comics, a priori ça devrait vous parler puisqu'on sera complètement là-dedans. Ouais, on en avait déjà effectivement parlé. Parce que c'est sorti sur Substack à la base. C'est un projet Substack effectivement qui avait été ensuite, comme beaucoup de projets Substack, réédité chez Image Comics et qui parle en fait complètement de tout ce dont on parle nous, podcast après podcast, sur la condition de rémunération des auteurs. Donc c'est l'histoire de Jack Kirby, de Sid Dallas, qui est donc en fait le Jack Kirby d'un univers de fiction. Il y a pas Marvel et DC, mais où il y a Singular Comics, où dans lequel en fait lui et un mec qui ressemble quand même pas mal à Stan Lee ont créé un super-héros qui maintenant a été adapté à Hollywood, où il y a un univers partagé, le SCU pour Singular Cinematic Universe, avec la phase 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un mec qui ressemble un petit peu à James Gunn aussi dans la BD. Donc voilà, c'est vraiment en fait une mise en abîme du système tel qu'on le connaît aujourd'hui, où les comics, les auteurs de comics, très mal payés, en fait, vivent dans l'anonymat et parfois la précarité, pendant que des rockstars d'Hollywood s'approprient leur travail, en font des trucs moins intéressants, mais qui font beaucoup plus d'argent. On va suivre un petit peu comment le fils, l'aîné des deux fils de Sid Dallas, va en fait essayer de mener la charge contre Singular, pour récupérer les droits en fait du héros, parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait une faille dans le contrat qu'il avait signé à l'époque.
À côté de ça, t'as vraiment des trucs assez private joke sur la relation entre Stan Lee et Jack Kirby. Et en fait, si tu connais un peu l'histoire des comics, tu vois que c'est assez recherché et qu'en fait, Chip Zdarsky se fait très plaisir pour évoquer les trucs que lui pense par rapport à ce truc-là, je crois. Mais c'est pas fataliste et c'est pas non plus une BD d'affreux gauchiste qui veut rentrer dans Kevin Feige avec une batte cloutée. Parce que fataliste c'est chez Marvel aussi. Parce que déjà Chip Zdarsky est encore scénariste chez Marvel et aussi chez DC, donc il a aucun intérêt à cracher dans la soupe. Lui-même se fera piller un jour ses personnages et ses idées, c'est comme ça. Et justement, c'est un peu le constat de la BD, c'est que c'est comme ça. Par contre, il y a un côté justement un peu déprimé, c'est qu'il dit on peut gueuler, mais en fait les gens ils le savent tous que les autres BD se font arnaquer. Mais vous le savez, et nous on le sait aussi, mais tout le monde va quand même voir ces putains de films et personne ne fait de pétition, personne ne va aller poser la question à Kevin Feige parmi les journalistes spécialisés quand ils ont l'occasion de lui mettre un micro sous la guelle. Bah ouais, enfin toi non plus tu le fais pas, Corentin. Mais je pourrais s'il me proposait de rencontrer Kevin Feige. Ah ouais. Je pèterais la gueule. Donc tu ferais rien du tout. Donc voilà, mais attends, mais ça c'est du coup un constat de merde en l'occurrence, Arnaud. Et si personne fait rien du tout, du coup rien ne change. Voilà. Moi, je suis d'accord. Je suis pour le statu quo, je suis conservateur. Mais en l'occurrence, voilà, parce que ce que dit Chip Zdarsky, c'est que c'est pas ça qui est important. C'est qu'en fait, le cinéma, les goodies, les t-shirts, etc., c'est un à côté. Pour un auteur de BD, ce qui compte, c'est la bande dessinée. Donc, le héros va essayer de refaire de la bande dessinée. Enfin, le Jack Kirby de cet univers va essayer de refaire de la bande dessinée et de mettre fin à ce procès qui va du coup découler d'autres choses et compagnie. Donc il y a eu 5 numéros qui ont été édités en VO, 5 très bons numéros, écrits et dessinés par Zdarsky lui-même. Donc si vous aimez son style un peu numérique de Sex Criminals, il faut y aller. Si vous lisez les articles qu'il m'arrive d'écrire sur justement la condition de rémunération des auteurs et que vous vous sentez un peu outragé, vous avez là l'occasion d'avoir un exutoire très intéressant. Et si encore une fois vous voulez offrir cette BD qui pour le coup pourrait éventuellement apprendre des choses à pas mal de gens sur les films qu'ils adorent et qui sont en fait des putains d'arnaques pour un corps de métier tout entier, ça pourrait peut-être ouvrir les yeux de certaines personnes par rapport à la fameuse défense Marvel Studios, les plus grands films de tous les temps, les plus grandes séries, et Moon Knight c'est mieux que She-Hulk, et moi je préfère Snyder et machin, etc. C'est pareil, tout ça est une grande arnaque que vous entretenez avec votre argent pendant que les mecs qui ont inventé ces personnages-là bouffent des pâtes le midi et n'ont pas de retraite. Voilà, donc merci Chip Zdarsky, j'ai vraiment bien aimé cette BD, je tiens à le dire, je vais faire du forcing dessus comme toi avec Ultra Mega. Quand elle sortira en back issues, je vais en parler pendant une demi-heure et Arnaud ne pourra pas m'empêcher de parler parce que je vais continuer ce monologue très très longtemps. Et voilà, c'est très bien. Et merci d'ailleurs à Substack d'avoir permis que ça sorte et à Urban de le ramener en VF. Et parce qu'il y aura un mois Urban aussi, un mois Zdarsky aussi, je crois. Juste avant, ouais. Ouais, voilà. Enfin 2 mois avant, non, c'est en février, mais du coup c'est dans la continuité quand même de rapporter les travaux de ces auteurs. Merci Urban pour les travaux. Et enfin, dernière sortie dont on parle aussi, c'est du Multiversity. C'est bien 10 € en fait, hein. J'ai vérifié. Oui, c'est bien pris découvert 10 €, donc vous avez aucune excuse. Très bien. Multiversity présente Terre 38 chez Urban Comics. Qu'est-ce que ça cache derrière cet intitulé? Ça cache déjà ça cache une tagline bizarre, je trouve, parce qu'ils ont déjà fait Multiversity présente Terre 37. Ouais. Mais ce qui pouvait se défendre dans le sens où c'était plusieurs projets en fait qui avaient différents titres de World Check-in chez DC. Ouais. Il y avait Iron Wolf, il y avait c'était des Thrill Killers 1 et le Thrill Killer 2. Bon, Thrill Killer c'est connu en plus comme Elseworld, mais bref, ils ont préféré prendre cette tagline là, le côté Multiversity présente. Je sais pas si Multiversity c'est si bien vendu que ça ou si c'est juste Urban est très fan. C'est quand même une marque Multiversity. Je pense que c'est quand même plus facile à vendre quand ça te rapporte à Multiversity qui est quand même un nom très connu parce que Grant Morrison derrière. Oui, mais là ce que j'allais dire c'est que le titre les titres des différents projets dans cet album c'est Superman / Batman Generations. Je sais pas ce que ça va être compliqué à vendre de l'appeler ça comme ça, mais. Ouais, mais parce que ça se passe sur une terre différente quand même. Oui, alors ça, pour le coup, ce serait spoiler que de rentrer un peu dans les détails, on va dire, parce que c'est pas juste une terre différente. D'accord. Il y a plusieurs continuités. C'est très particulier, en fait. Generations, c'est 3 séries de John Byrne, scénario dessin, qui vont, en fait, faire un peu du Darwin Cook, comment dire, c'est très compliqué d'en parler sans spoiler. Donc, en fait, voilà. Non, mais le principe de base, il est très simple. On reprend la continuité, en fait, de Batman et Superman. Voilà. Et on va interroger 3 variables temporelles. Voilà. Donc, il y a une variable temporelle dans la 1, une variable temporelle dans la 2, qui est un peu la suite de la 1, et une variable temporelle dans la 3, qui est un peu plus longue. Elle dure 12 numéros, alors que les deux autres font 4 numéros chacune. Et on part, donc, des années 30. Et donc, on a Batman, Superman, Lois, tout ça, etc. Ils vont faire des gosses. Pas tous entre eux, mais voilà, ils vont faire des gosses chacun avec leur meuf différente. Et ces gosses-là vont du coup grandir,
Le temps va passer et en fait voilà ça prend le parti un peu à la Life Story. D'ailleurs en fait c'est complètement Life Story mais chez DC parce que Life Story n'a rien inventé du tout. De dire voilà qu'est-ce qui se passe si Superman un jour il est vieux et qu'il a plein de gamins, qu'il est grand-père, arrière-grand-père, etc. On part d'un passage du temps réaliste en fait où il y a des dates qui vont correspondre à différentes évolutions. Bon alors évidemment c'est aussi une critique du fait que les super-héros ne peuvent pas vieillir, puisque évidemment Batman, s'il veut redevenir jeune, il a le puits de Lazare. Superman, de fait, il est quasiment immortel en termes de temporalité. Et par contre, sa femme ne l'est pas. Tu vois, enfin, c'est des problématiques comme ça, en fait, qui sont très intéressantes. Je le redis, si vous avez aimé Spider-Man Life Story ou Fantastic Four Life Story, c'est ça le modèle d'écriture. De Zdarsky, d'ailleurs, je tente de me dire. Le Spider-Man, ouais. Voilà, c'est exactement la même chose avec, voilà, des grands bonds temporels entre chaque numéro. La troisième maxi-série, du coup, est beaucoup plus compliquée et un peu... Elle a fait débat quand elle est sortie parce qu'il y a des décisions qui sont prises dedans. Surtout pour conclure la trilogie, c'est un peu bête, mais bref. Vous verrez quand vous l'aurez lu. En tout cas, c'est du John Byrne. On sait que Urban se réintéresse au cas de John Byrne. De la même façon que Panini qui avait fait ses Fantastic Four et She-Hulk récemment. Donc, si vous êtes fan de Byrne, c'est le moment d'y aller. Et par rapport à Multiverse City, effectivement, dans le guidebook de Grant Morrison, il était précisé que c'était la Terre 38, la Terre des Generations. Voilà, et la couverture a priori va reprendre aussi d'ailleurs le visuel qui avait été fait par j'imagine que c'était Paquette. Non, c'était pas Paquette. Je sais pas qui avait fait le visuel à l'époque, mais en tout cas il y avait ce visuel qui illustrait la Terre 38. Probablement qu'ils vont la reprendre. Moi je suis pas contre une collection Multiversity présente pour présenter c'est clairement ce qui est en train de se faire hein. Pour présenter les Elseworlds aux gens, on va dire. Je trouve ça un peu plus dommage pour celle-là qui aurait pu tenir sur le monde Generations. Pour Check-in, si ça a pu aider à vendre Iron Wolf, pourquoi pas. Très bien. Corentin, on passe maintenant du côté de la VO et je vais continuer de te donner la parole pendant tout le reste de ce podcast parce qu'en fait c'est très agréable de t'écouter parler des choses. Moi je fais juste introduire les sujets puis là je suis en mode je te laisse déblatérer. Donc on passe du côté de la VO avec Garth Ennis qui retrouve le Rock Trooper chez 2000 AD. En fait c'est que tu connais rien au sujet que j'évoque. C'est pour ça aussi, voilà. J'ai pas le temps de m'y intéresser. Je suis trop occupé à lire des comics Marvel. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas un scud contre Marvel, il y a une private joke à la clé, ne vous énervez pas, j'ai pas dit du mal de Marvel. Donc, seulement de Marvel Studios. Donc, le Rock Trooper, Arnaud, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Mais si, tu sais. Tu sais pourquoi? Parce qu'on avait fait Land Rider ensemble chez République et JB. C'est ce qui a servi d'inspiration au Space Marine? En partie. En tout cas, même, il y avait une anecdote qui dit que le premier jeu Warhammer 40 000 qui s'appelait Rock Trader, et parce qu'il voulait l'appeler Rock Trooper au départ, mais il pouvait pas à cause de 2000 AD, parce que c'était des grands fans de 2000 AD. Games Workshop a même édité des figurines 2000 AD et des jeux de plateau 2000 AD, dont un jeu de plateau. Ouais. Rock Trooper, exact. Bravo Arnaud, tu suis, c'est beau. Donc, le Rock Trooper, donc c'est une création de Finlay et de Gibbons, je suis en train de me dire, qui se présente comme une critique en fait du militarisme américain et précisément de la guerre de sécession américaine et de la guerre froide. C'est une sorte d'aggloméré entre les deux. Il y a deux camps. Il y a le camp des fascistes, comme en vrai, et il y a le camp des démocrates, comme en vrai aussi. Et donc Corentin, tu peux arrêter de... c'est les comics qui sont écrits comme ça, hein. Moi je ne fais que décrire le synopsis, chers amis. Donc ces deux camps vont se tirer sur la gueule parce qu'évidemment ils ne peuvent pas coexister. On peut pas cohabiter avec les fascistes. C'est l'opinion de Jerry Finlay apparemment, qui vont se tirer tellement sur la gueule que ils vont se bastonner à coups d'armes bactériologiques. L'air de la Terre va devenir irrespirable, l'eau imbuvable, les terres incultivables, etc. Et l'humanité va se réfugier dans des dômes ou dans des villes souterraines ou dans des vaisseaux mobiles pour échapper aux conséquences dramatiques de l'activité humaine sur l'environnement. Je me demande, dis donc, est-ce qu'on pourrait pas en faire un truc aujourd'hui? Il y avait un film des Rock Trooper qui était prévu par Duncan Jones, le fils de David Bowie, à un moment donné, qui a fait Moon et qui a fait Source Code et qui a fait Mute, qui était un film affreux. Donc oui, voilà, si on peut dire du coup l'actualité. Non, j'arrêtais où, attends. Je me perds là. Garth Ennis. Oui, c'est ça, Garth Ennis. Donc le Trooper. Les humains, les démocrates créent du coup des super soldats du futur avec la peau bleue et qui peuvent eux respirer l'air de la Terre et qui sont super entraînés et qui tirent de super loin et tout. Donc ça c'est l'histoire de Rock Trooper le premier qui va vivre des aventures sur Terre, sur New Earth, avec un fragment anthologique, journal de guerre, il bastonne des vilains, il cherche l'ennemi qui serait peut-être un trooper renégat ou quoi. La série est géniale, il faut la lire, ce n'est pas arrivé en VF malheureusement, c'est un des rares oublis de Delirium sur 2000 AD, c'est dommage, mais quand ça sortira, n'hésitez pas à aller le voir si vous aimez les comics militaires. Et qui c'est qui aime les comics militaires?
Garth Ennis. Oui. Voilà, qui est un grand fan de fusils, de M1 Garand, d'avions de chasse, de voilà, tanks. de biplan qui se tirent dessus. Donc là, évidemment, il va revenir chez Rebellion, Too Fast and Eddie, pour faire du Rock Troopers. On le sait grâce à une publicité qui est parue dans Judge Dredd Magazine, avec l'artiste Patrick Godard, en noir et blanc à l'ancienne. C'est une super nouvelle pour les fans de Troopers comme moi. Donc on est 3 en France, hein. Il y a moi, Sipan et peut-être un cousin de Garth Ennis qui vivra en France, je sais pas. Et si, il y a Delirium, du coup, qui sont Laurent de Ennis. Donc probablement que ça passera par eux si ça doit être édité en France, d'ailleurs, j'imagine. Mais ouais, c'est une super nouvelle parce que en fait, Ennis a jamais fait de Rock Trooper. Il a fait beaucoup de Judge Dredd, c'est là qu'il a commencé sa carrière avant d'aller chez Vertigo, chez DC et puis chez Marvel, etc. Enfin, chez Marvel, beaucoup chez DC plutôt. Il est toujours aussi actif. On parle régulièrement de Garth Ennis, Walk Through Hell, Marjorie Finnegan, Jimmy's Little Bastards et compagnie. C'est un mec qui est très dans l'indé, mais qui parfois revient jouer avec les jouets des autres quand il s'amuse et qu'il a envie de se faire plaisir. Là, effectivement, ça a coûté très symbolique parce que ça fait quand même 30 ans qu'il a quitté Too Fast and Eddie, qu'il est passé beaucoup chez les Anglais avec, aide-moi, la maison de Juan Roseri, pardon, Avatar Press. Voilà. Merci, Arnaud. Que du coup là il revient vraiment à l'origine et qu'on n'a pas vu pareil le Trooper depuis quand même très très longtemps, ce qui est un peu dommage je trouve parce que c'est vraiment un concept très intéressant qui serait intéressant de ramener au présent dans le sens où vu le contexte certaines allégories n'ont pas très bien ont plutôt bien vieilli justement, elles sont restées actuelles quoi, c'est ça. Donc voilà, ça va sortir, désolé pour l'embrouillamini. Mais on est content, moi et les 2 autres personnes. C'est ça. Écoutez, vous nous en direz, on fera un podcast à 4 du coup où on aura les trois lecteurs de Rock Trooper en France chez nous. Mais non, mais dites-nous si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres lecteurs de Rock Trooper? Désolé, je l'ai un peu mal vendu, je pense, à force de bégayer, mais on fera un jour un podcast spécial Too Fast and Eddie, Arnaud, je te le dis. Ouais. Je vais te l'imposer. Mm-hmm. Tu vas rien faire. Bah non. Ouais. Mais d'ailleurs, avec Delirium, pourquoi pas. Bah ouais. Et je pourrais t'expliquer pourquoi c'est extraordinaire. Ouais, je sais, mais tu sais que tu m'as initié à Judge Dredd et j'ai compris pourquoi il y avait des trucs qui étaient très très bien chez Judge Dredd aussi. Il faut que je lise le Marshall Law de Pat Mills accessoirement. Ouais. Ensuite, par contre, ça c'est pas Too Fast and Eddie. Je sais, mais c'est juste parce que Pat Mills il était chez Too Fast and Eddie. Oui, je sais. Voilà, je fais juste des liens, tu vois, de thématiques et tout ça. Alan Moore a fait du Rock Trooper d'ailleurs, et Pat Mills aussi. Ah bah voilà. Et oui. Après, il a tout fait, Pat Mills. Oui, c'est ça. Corentin, on continue avec toi puisque c'est une news Team Chat qui nous parvient puisque Matt Kind retrouve un de ses collaborateurs réguliers, Tyler Jenkins, pour faire un titre qui s'appelle Hairball et qui nous parle d'un chat tueur. Ouais, alors a priori c'est pas que un chat tueur, c'est un chat maléfique en fait. Mais ça c'est un oxymore. Donc enfin c'est un pléonasme, pardon, c'est un pléonasme. Regarde comment t'as vu comment il parle de toi là. Chat maléfique, c'est vraiment c'est vraiment le truc. Alors là il va essayer de faire miauler Polo dans le micro mais ça ne marchera pas. Si, il vient de faire un petit miou. Donc oui, alors Matt Kind qui a donc monté sa boîte, enfin son label chez Dark Horse. On parlera d'ailleurs tout à l'heure de Usagi Yojimbo qui est dans le même cas d'ailleurs et qui va l'alimenter simplement Flux House avec de nouveaux projets très réguliers. Ce qui est cool, c'est que Matt Kind, comme Jeff Lemire, a besoin régulièrement de créer. Là, il retrouve Tyler Jenkins de Black Badge et Grassroots pour un projet qui devrait être une série d'horreur, ce qui est pas un genre très fréquent dans la bibliothèque de Matt Kind. On voit plus souvent du thriller ou du polar, du fantastique, de l'espionnage, enfin des variations sur l'espionnage plutôt. Donc voilà, là c'est l'histoire d'une enfant dont les parents s'engueulent, sont au bord du divorce, ça va pas du tout, etc. Et elle s'aperçoit que peut-être que c'est la faute de son chat. Le synopsis c'est génial. Ça risque d'aller un peu vers justement l'horreur plus cimetière. Ouais. Pas que parce qu'il y a un chat dans le cimetière, mais dans le côté, c'est pas le chat va pas décapiter sa famille et ses potes, tu vois, c'est plus le chat représente un maléfice qui couvre un truc plus grand, plus large, plus ténébreux. Donc voilà, Kind t'explique qu'en fait, quand il était gamin, il avait des chats. Quand il était au lycée, il avait des chats. Quand il était à l'université, il avait des chats. Et quand il s'est marié, il avait des chats. Et puis un jour, apparemment c'est possible, il est devenu allergique aux chats à 30 ans. Okay. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que son code génétique s'est reprogrammé quand il a fait un gosse? On sait pas. Mais donc voilà, en fait, c'est qu'il avait toujours envie d'avoir des chats, mais quelque part leur présence lui inspirait un truc désagréable. C'est pas toi qui as 2 chats alors que t'es allergique aux chats? Je suis allergique aux chats des autres. Parce que à force, les miens, je finis par... T'es pas allergique à Polo? À Polo aussi, quand même. Quand tu sais, il se met sur mes affaires et qu'il me met des poils, après, je sens quand même une petite gêne. Okay. Après, ça fait quand même 20 ans que j'ai des chats enfin, même 25 ans que j'ai des chats. Alors que je suis allergique, du coup, c'est de moins en moins... Ça dépend des saisons. Je pense que les gens sont ravis d'apprendre tout ça sur ma condition de santé. Donc oui, voilà. Donc c'est un petit peu de là qui tire son inspiration.
C'est vraiment, je pense, le motif d'inspiration le plus pété de la Terre. Comment t'as eu cette idée, Matkin? Je suis Hergé Gauchat. Ouais, ça. Mais non, on s'en fout parce que ça reste Matkin, ça reste Taylor Jenkins. Très bon scénariste, très bon dessinateur. Là, c'est l'épouse de Taylor Jenkins qui va faire les couleurs. Comme souvent, d'ailleurs, Charlene Kint fait les couleurs des BD de Matkin quand il t'as Laura Larrett qui fait les couleurs de Michael. Exactement, ouais. Mais là, il y a vraiment le côté familial, parce que c'est sa boîte à lui. Il fait souvent venir sa meuf ou, sa femme ou la femme de ses collègues. Donc, et puis là, c'est sa fille qui va faire une des covers. D'accord. Sa fille est en école d'art aussi, apparemment, Matkin, donc fille d'artiste et artiste elle-même. Ce qui est plutôt cool, un peu à la Kubert. Donc ce qui est plutôt cool, moi j'avoue, je suis content de voir Matkin qui fait des chats, c'est une bonne nouvelle. Pour des raisons très personnelles. Et Fluxhouse qui continue à bien tourner, quand même des projets assez régulièrement. Faudra voir quand ça arrive en VF, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé en VF. Mais voilà. C'est encore trop tôt, je pense, pour ça. Oui. Mais peut-être en fin 2023. Début 2024, Corentin, encore à toi, toujours pour Stan Sakai. Ah, vache, mec, tu pourrais bosser un peu. Toujours... Non, mais pas aujourd'hui, je te dis, aujourd'hui, moi, je prépare mes vacances. Ouais, j'ai plus de voix, là, en fait. Je sais. Non, mais après, je reprends le fil après. Stan Sakai, donc, qui travaille sur un nouveau crossover entre les TMNT et Usagi Yojimbo. Pourquoi t'avais oublié le nom des TMNT? Non. T'allais dire Tortue Ninja, t'as hésité entre TMNT et Tortue Ninja. Ça va, j'ai le droit d'hésiter. Ok, c'est Usagi Yojimbo. J'ai dit Usagi Yojimbo. Ouais, t'as dit Usagi. Usagi Yojimbo. Non, pas Usagi. Usagi. Usagi Yojimbo. On est aux portes de l'accent raciste, attention. Attention Arnaud, vas-y, tu peux. Non. Donc oui, Stan Sakai, pareil, qui effectivement est revenu chez Dark Horse après une petite infidélité chez IDW de quelques années. Il est revenu a priori parce que Richardson lui a dit ok, d'accord, on te le fait ton studio, on te le fait ton label d'édition pour Usagi, ça va. Donc Dogu Publishing, voilà, qu'il a lancé lui-même. Et je pense pour aider un peu ce lancement, il s'est dit écoute, je vais aller voir Kevin Eastman et on va faire des tortues ensemble. Eastman, il a dit écoute Stan, t'es mon pote. Et vraiment dans le communiqué, c'est génial parce que vraiment il dit moi je suis juste un gros fan de Stan Sakai et dès qu'il veut prendre les tortues pour jouer, je lui dis tiens. Et tu dis c'est génial parce que c'est quand même 30 ans qu'ils se connaissent. Usagi qui avait fait un passage chez Mirage Studio à l'époque, d'ailleurs, c'est là que les crossovers ont commencé entre les deux équipes. C'est-à-dire qu'il a pas dû demander à IDW, quoi. Kevin Eastman lui a laissé le champ libre, alors. Ouais. Parce que justement, on pensait que le fait qu'il soit chez IDW faciliterait d'avoir un nouveau crossover, mais au final, ça s'est pas fait. Non, mais IDW est quand même à la coédition dessus. Ah, d'accord, okay, donc c'est un projet entre les deux boîtes. Bon, ils sont pas fâchés, quoi, alors, en fait. En même temps, comment tu veux qu'ils soient fâchés? Je veux dire, je pense que IDW a pas voulu surenchère sur l'offre de Dark Horse, et voilà, c'est tout. Y a pas de raison, tu sais, on connaît des boîtes en France, mais tu vois, voilà, on a fait un podcast récemment avec un éditeur qui nous disait que c'est pareil en France, tu vois, à mon avis, IDW a très bien compris l'intérêt des crossovers, ils en font régulièrement avec plein de boîtes. Comme Batman d'ailleurs, tu vois, et le partager l'effort, ça marche pour beaucoup de lecteurs. Il y a un historique entre Usagi et TMNT qui existe. C'est des animaux anthropomorphes qui s'inspirent de folklore japonais et d'armes japonaises dans les deux cas. Et puis même, tu dis pas non à Stan Sakai. Je veux dire, le mec, il a combien d'Eisner Awards? C'est une légende de l'industrie. C'est le plus grand lettreur de sa génération, si on peut dire un truc comme ça. Tu vois, je crois qu'il a 6 Eisner en lettrage. Enfin, c'est, okay. Non, c'est vraiment, là, il a eu la meilleure série régulière, récemment. Voilà. Enfin, bref. Donc, ça va se faire. On est content. C'est encore une fois un motif très emprunté. Un scientifique qui fait des robots part dans un portail temporel. Les tortues qui lui équivalaient après passent dans ce portail temporel aussi. Quand elles arrivent, il s'est passé du temps depuis que le mec était parti, un peu à la Samurai Jack, tu vois. C'est-à-dire que le mec en passant c'est confus, je m'en aperçois, c'est confus en fait. Le mec passe dans le passage temporel. Et le temps que les tortues le rejoignent, elles arrivent pas à la même époque que lui. Donc lui, il avait 20 ans d'avance sur elles, donc il a pu coloniser une région, faire des robots, se préparer une armée, etc. Et donc, Usagi, qui lui était déjà dans le Japon féodal quand le mec est arrivé, le combat depuis 20 ans, et va recevoir l'assistance des tortues pour péter la gueule du méchant. C'est Sakai au dessin, c'est Sakai au scénario. Eastman ne fait rien du tout, il y a pas de colo même de IDW, etc. Donc c'est cool, parce que c'est encore une fois du Usagi Yojimbo avec les Tortues Ninja, donc il y a rien de plus cool sur Terre, dans le monde de la BD, pour les fans que nous sommes. On a hâte que ça arrive en VF, alors du coup je ne sais pas chez qui, c'est une vraie question. Je sais si t'as des infos dessus. En toute logique, Usagi, c'est chez Paquet, aux éditions Paquet, quoi, mais. Non, mais les tortues, c'est. Ouais, mais du coup, si c'est c'est Dark Horse en premier, et que c'est Stan Sakai, je pense pas que ce sera comme Power Rangers Tortue Ninja, quoi. Ouais. Tristesse. Et donc voilà, en tout cas, c'est chouette. Usagi va bien. En 2022, en 2023 aussi. Les tortues continuent à se mélanger, se partager avec pas mal de gens, et vraiment ce côté collectif, j'ai l'impression, dans les Tortues Ninja, tu vois, elles vont voir les Power Rangers, on va voir Batman, on va voir Godzilla. Usagi, ça c'est les Power Rangers Godzilla.
qui vont voir Godzilla, parce que les tortues Godzilla, du coup, ça aurait quand même moins d'intérêt. C'est pique, tu vois, c'est une pichenette et c'est fini, tu vois. C'est vrai. Les Power Rangers, ils ont un gros robot, tu vois, les tortues. Bon, aussi, elles ont le technodrome à la limite, tu vois. Mais donc, ouais, c'est chouette, belle annonce qui fait plaisir à pas mal de gens. Et du côté de la VO, par contre, c'est un petit peu la catastrophe du côté de Aftershock Comics, la maison d'édition fondée en 2015, en fait, a déclaré faillite. Enfin, elle se met en procédure de faillite / redressement économique. Donc, il faut savoir qu'il y a alors moi, je suis pas spécialiste des affaires aux États-Unis, mais il y a deux façons de se déclarer en faillite. C'est soit ce qu'ils appellent le Chapter 7. Bankruptcy, ouais, c'est ça, mais c'est faillite du coup en français. Donc t'as deux façons de faire. C'est soit tu fais ce qu'ils appellent un chapter 7 dans leur loi, en fait, qui dit que t'es juste en liquidation. En fait, bah du coup c'est ce qui nous est arrivé avec Arts il y a 2 ans et quelques. Soit le chapter 11 où en fait, grosso modo, l'entreprise un peu mise sous tutelle, en fait, ça gèle les dettes qu'ils ont pour justement laisser le temps à ce que de nouveaux financements arrivent et qu'ils puissent justement régler les dettes en question. Donc c'est ça ce qu'ils ont fait. C'est redressement judiciaire. Ouais. Donc ça c'est ce qu'ils ont fait. Et pourquoi? Mais parce qu'en plus, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on commence à avoir de plus en plus d'auteurs se plaindre sur Internet, justement, et sur les réseaux sociaux, en fait, qu'une maison d'édition en particulier leur devait beaucoup d'argent. Et en effet, parce qu'elle a quand même déclaré une faillite avec des dettes qui vont de 10 à 50 millions de dollars et dont des sommes très importantes pour certains auteurs comme Inaki Miranda et son frère Roy Miranda, donc les deux créateurs de We Live. Donc Inaki apparemment lui doit 10 000 dollars quand même, ce qui est quand même une somme importante pour des auteurs. T'as un artiste qui s'appelle Mattia Monaco qui a fait Knock 'em Dead, qui est écrit par Elliot Rahal de mémoire, à qui on doit 18 000 dollars. Mais en fait, c'est même en fait que Aftershock, c'est que une subsidiaire en fait d'une entreprise de production de télévision qui s'appelle Rive Gauche tout simplement, qui a été créée en 1984, et celle-là elle doit encore plus de thunes parce que par rapport à ce qu'elle a voulu investir pour produire des séries et tout ça, et peut-être avec des projets qui n'ont jamais vu le jour, mais il y a notamment TBS à qui ils doivent 750 000 dollars, t'as le AMC, donc Walking Dead et tout ça, à qui ils doivent 375 000 dollars, et Jupiter Entertainment à qui ils doivent 1,5 million de dollars. Donc tout ça additionné, il y a une liste de 150 artistes et auteurs et lettreurs et autres éditeurs à qui ils doivent des thunes, qui a été publiée parce que c'est une donnée publique en fait, et sur laquelle en fait tu peux accéder en fait en accédant au registre des je sais pas si c'est des plaintes ou des dépôts de faillite et tout ça, donc aux États-Unis, avec Jacob Phillips, Peter J. Tomasi, Paul Azaceta, José Villarrubia, donc voilà, plein de gens qu'on connaît dans l'industrie. Et donc et là c'est pas détaillé combien ils leur doivent, mais le truc c'est que 150 personnes additionnées, forcément ça commence à faire des grosses sommes. Et alors ils ont garanti que justement ils étaient en attente de financement pour pouvoir justement payer tout le monde, qui sont désolés et tout ça, mais ça la fout pardon, on est désolé, on va vous payer peut-être. Ouais, mais c'est chaud. Enfin, c'est assez surprenant de voir donc cet éditeur pas aller bien du tout en fait, clairement. Ah oui, c'est apparu du néant en plus, parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup plus d'infos sur le fait que Aftershock allait mal. Depuis quelques années, ça avait l'air de rouler, quoi. Enfin, c'était un petit projet. Un peu, ça, c'est un petit rythme comme ça. Une petite série de Cullen Bunn, une petite série de Cullen Bunn. Et Willy. Une autre série de Cullen Bunn, par exemple. Ouais, non, mais au-delà de ça, genre, Willy, ça a connu un bon succès, aux États-Unis aussi. Cruel aussi, c'était Aftershock. Je te rappelle que les auteurs de Willy avaient teasé un truc potentiellement avec Netflix, donc j'imagine que quand même, il y a de l'argent qui est rentré à ce moment-là. Je sais pas si c'est. Bah oui, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est la mécanique des financements. C'est ce dont nous étions aperçus, je ne vais pas y arriver, avec IDW justement, c'est qu'en fait, quand les boîtes proposent des projets, c'est pas juste tiens, voilà un script et est-ce que ça t'intéresse? Ils mettent de l'argent aussi. C'est qu'ils mettent de l'argent. Il faut évidemment engager des scénaristes pour faire des traitements, il faut créer un département de production, donc il faut créer une SARL, ou l'équivalent américain de la SARL, pour déposer les droits, les faire enregistrer, ça coûte du blé, il faut commencer à avoir un service juridique qui va tout verrouiller. Il faut acheter les droits aux auteurs pour que la boîte puisse elle-même profiter de leur capital une fois qu'il s'est adapté, etc. Enfin, tu vois, c'est pas juste... les gens croient en fait que t'appelles un producteur Hollywood, ça te dirait de me filer 20 millions en échange de machin. Non, en fait, il y a toujours des coûts qui sont investis. Et la promesse de Aftershock à la base, c'était de faire des contrats qui justement seraient des facilitateurs entre les auteurs et Hollywood. C'était le truc en mode, voilà, nous on a compris qu'Image Comics ça marchait et qu'il y avait les financiers du cinéma qui voulaient s'y intéresser. Donc on va faire des contrats clés en main pour ça. Bon, apparemment les contrats sont pas si fous que ça des infos qu'on a eues. Moi j'admets que c'est la somme en fait qui me choque, quoi. 50 millions, c'est
Dans le milieu des comics, c'est de la science-fiction, tu vois, c'est vraiment beaucoup. Après, tu me diras, IDW était endetté à hauteur de 24 millions, hein, tout à fait. Quand ils ont déclaré justement pareil qu'il fallait changer de président et qu'ils ont dit aux actionnaires, s'il vous plaît, ne partez pas. Donc bon, ça nous rappelle encore une fois que cette fameuse course aux adaptations, elle a aussi une fin. Que les comptes en banque ça se vide et que effectivement le marché de l'indé va pas forcément très très bien, parce que là quand même on peut se plaindre pour la boîte et dire c'est dommage, il manquera un éditeur sur le marché demain, mais en même temps c'est plutôt les auteurs, comme tu dis, c'est une centaine de noms, des artistes qui vivent de leur travail. On parle de sommes qui se comptent en dizaines de milliers de dollars pour parfois. C'est horrible parce que personne va les rembourser, ces mecs là, à part si le gouvernement américain décide d'intervenir, mais bon, je pense que là on est vraiment sur à la fois une grosse faillite à l'échelle des comics et à la fois un truc qui est tout petit à l'échelle des faillites américaines. Donc voilà, je pense que beaucoup malheureusement vont devoir s'asseoir un peu sur leur pognon pour avoir été dans une boîte qui était en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire, pardon. Généralement, ce qui se passe, c'est au niveau du droit français, hein, c'est qu'en fait l'État t'autorise à payer seulement une partie de ta dette et à la négocier avec le mec en face en lui disant de toute façon je vais faire faillite, donc tu pourras pas récupérer plus que ça. Tu vois, par exemple, si t'as une dette de 1000 euros auprès d'un distributeur de cinéma, je dis ça au hasard, tu peux lui dire je te paierai que 200 euros parce que de toute façon t'auras pas le reste, et donc tu me fais un avenant qui dit que je t'ai payé en entier, et puis voilà. Donc je pense que c'est ce qui va se passer à mon avis si les financiers doivent arriver pour régler les litiges, pour éviter que ça aille jusqu'au procès pour les pires cas de l'affaire en fait. Mais voilà, c'est encore une fois des artistes qui se sont fait arnaquer en quelque sorte, tu vois. Ouais, c'est pas arnaquer, ça veut dire qu'il y aurait une intention, mais clairement il y a eu un problème de gestion et que là il se retrouve il y a beaucoup de gens. C'est un gros problème de gestion. Ah oui, donc clairement je sais pas après sur qui il faudrait taper, s'il faut chercher des responsables forcément, si c'est juste un ensemble de malchance aussi. Le capitalisme. Oh, t'as vu, c'est trop facile, t'as vu ce que je t'ai dit, c'est très facile. Mais voilà, moi ça me rend vraiment triste parce que j'avais l'impression que Aftershock moi je trouve que ça tenait bon en fait, tu vois, malgré justement le marché qui était un peu en train de s'éroder, Boom qui prenait beaucoup de gros contrats, Image qui était en flux permanent entre les hausses et les pertes et tout, que là vraiment je pense que l'auteur à qui du coup par rapport à ta blague d'avant, je pense que l'auteur à qui doivent le plus de thunes c'est Cullen Bunn pour le coup, parce qu'il a, il a tellement écrit de trucs chez eux que mais je pense qu'il est, à mon avis il est pas cher, je pense. Non, il est juste, non, mais c'est juste que c'est un mec qui écrit à la mitraillette, quoi, clairement. Alors, il écrit à la mitraillette, il met une feuille de papier, tu sais. Si, c'est exactement ton humour, le côté prendre une phrase et la mettre au premier degré. Bah, c'est pour ça, oui, c'est mon humour. Putain, mais t'es casse-couille. Donc tu reprends pas mon humour. Faut beaucoup de balles quand même pour faire une lettre à la mitraillette, tu vois, c'est pour faire un A. Le papier est pas très solide, donc voilà, à mon avis, c'est très compliqué, mais il y arrive. Et AMC aussi, AMC Publishing. Ouais, qui est en train de se casser la figure. Qui va annoncer un nouveau Bill Sienkiewicz, tu vois, tu me dis waouh putain, quand même les mecs ils arrivent. Il y avait Alex de Campbell aussi, non, qui était non, c'était Kelly Sue DeConnick. Oui, pardon, ouais. Et Brandon Fletcher, Babstar et non, tout la lotait. Et le guitariste de Metallica, oui, le fameux. Voilà, bref. Ils ont viré leur président. Ils ont viré une partie du corps éditorial, et c'est parce que AMC dont tu parlais justement juste avant, en fait c'est en train de s'effondrer parce que alors s'effondrer non, mais ils sont là ils perdent de la thune, revenez au podcast où on parlait de l'économie de la télévision pour la CW par rapport au marché du streaming. AMC est aussi dans la balance parce qu'ils produisent beaucoup de contenu original qui avant était rentabilisé sur Netflix ferme le robinet, donc AMC s'enrhume, et quand une boîte s'enrhume, c'est les employés qui ont la grippe, donc des centaines de gens vont être foutus à la porte, et ce n'est pas à cause du capitalisme, parce que ce serait trop facile. Alors ne versons pas dans la facilité, Corentin, et terminons cette partie comics avec l'unique actualité Marvel dont on va parler, mais qui est une chouette actualité, puisque The Excellent de Peter Milligan et Michael Red revient en 2023, après donc la première mini-série qui avait mis du temps à venir, mais qui était sortie cette année, donc qui est la suite de Ecstatics de la même équipe créative, donc une parodie satire du milieu du Star System, avec une équipe de mutants qui est fait de plein de second couteaux et de personnages tertiaires qui en fait dont les missions sont filmées et qui ne font ça que pour l'audimat et pour la célébrité. C'est très caustique, c'est très acide, il y a des gens il y a aussi un peu de Suicide Squad parce qu'il y a des gens qui meurent. D'ailleurs le premier numéro c'est littéralement toute l'équipe justement de Ecstatics qui meurt, et à part un personnage, et du coup il faut remonter à une autre équipe avec le personnage de leur coach là qui est absolument génial. Et donc dans The Excellent, en fait
on reprenait ces personnages de la fin de la série, mais on les opposait à Zeitgeist, qui était donc un personnage qu'on pensait mort dans les tout premiers numéros de Ecstatix et qui en fait est toujours là et a monté sa propre équipe The Excellent. Et donc à la fois ils veulent leur faire concurrence parce que sur la bataille médiatique, forcément, si t'as une bonne équipe de super-héros, il faut aussi une équipe de super-vilains avec du coup des personnages qui sont un peu en miroir justement de l'autre équipe, c'est-à-dire qu'il leur faut toujours un personnage qui soit capable de faire des téléportations, il leur faut leur caméraman qui est donc une version maléfique de Doop, ce petit extraterrestre vert qui tient la caméra, qui voilà, c'est ça, qui n'a aucun sens mais qui est incroyable. Et donc voilà, il y avait une preuve tout de Ghostbusters des Ecstatix. Donc Ecstatix et Excellent, il y a un omnibus Ecstatix et il y a le premier tome de Excellent qui arrive en début d'année prochaine chez Panini. Et pour le coup, ça a priori a bien fonctionné parce que c'est excellent, sans mauvais jeu de mots. Pas mal. Ouais, très facile. Là, non, j'aime bien. Mais pour le coup, non, je trouve que vraiment, il a réussi à reprendre les éléments qui marchaient dans Ecstatix et à les moderniser parce que t'as un nouveau rapport par rapport au Star System et à la célébrité, plus forcément sur le côté internet, réseaux sociaux et tout ça, mais qui fait que du coup, ça reste très, très actuel tout en prenant les éléments de satire qui fonctionnaient déjà il y a 30 ans, quoi. Donc, enfin, 20 ans plutôt. Et voilà, c'est trop cool que ça revienne. Non, ouais. Surtout que le Macarade, le feu. Je me reposer la gorge, c'était bien. Ouais. Achetez ça en masse, comme ça après Urban pourra faire iZombie sans scrupule. Ça, je pense pas, par contre. C'est mon avis. Non, j'aime beaucoup Excellent aussi. Et tout ce que fait Michael Red, et je trouve qu'effectivement, Peter Milligan a un peu retrouvé de son mojo un peu taré en retrouvant son camarade de l'époque, même si c'est encore une fois beaucoup le dessin qui fait tout. Il faut lire ça parce que ça change et c'est vraiment une lecture très particulière du monde des super-héros. Ouais, c'est trop fort. Qui fait très plaisir, ouais. C'est tellement marrant, c'est à la fois c'est noir de ouf par moment. C'est psyché parce que t'as c'est un peu psyché, non, mais parfois t'as une forme de comment dire, de nihilisme presque en fait par rapport à des décisions qu'ils doivent prendre. Tu sais, genre ils doivent tuer un gosse mais pour sauver le monde parce que si le gamin pète un câble il va entraîner la fin du monde, machin. Ils disent tu tues le gosse et tout, et ils sont en train de se dire non mais faut pas le faire, et ils le font, je sais plus, enfin voilà, il y a plein de moments qui sont bizarrement super noirs alors qu'à côté c'est de la vanne, t'as un héros, t'as un des membres de l'équipe qui est Renoir et du coup ils disent ouais mais c'est parce que je suis pas assez Renoir alors du coup tu veux me virer parce que t'es raciste, je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté un peu de genre du discours pour la télévision, on se fait bien voir en mettant justement de la représentation et des personnages de couleur, et donc voilà, donc ça tire vraiment sur tout ce qui bouge, et c'est assez mortel. À balles réelles, voilà, donc c'est mortel. Et donc très content de voir ça revenir chez Marvel. Lisez Peter Milligan et Michael Red, ils sont très bons. Corentin, on passe du côté de la série télé, mais avant, la blague de la grosse mythe. Est-ce que j'ai le temps de la faire ou est-ce que tu vas être super pressé? T'es super pressé. Bon, alors ce sera pour la prochaine. Tu peux pas la faire en post générique et mettre une boîte à rire. Non, si j'ai pas ta réaction, ça va. Parce que je pense que ce sera plus drôle sans ma réaction. Non, je crois pas. Non, il faut que tu sois là. Ça va être triste. Ce sera pour la prochaine fois. Ce sera ton silence gêné qui sera incroyable, tu vois. Parce que je sais qu'il y aura un silence gêné. Bref, du côté de la télévision, une seule annonce, c'est The Franchise, la série d'HBO qui The Franchise. Donc c'est une série d'HBO qui s'intéresse à la fabrique d'un film et d'un univers partagé de super-héros, et on se met aux côtés de personnes qui travaillent dans un studio qui n'a pas de nom, mais qui sera forcément inspiré de ce qui se passe chez Marvel Studios et chez Warner, on l'imagine. En tout cas, il y a du matériel clairement pour servir d'inspiration, d'autant plus du côté de chez Warner, parce qu'on imagine, vu que c'est une série qui est faite par le créateur de VIP, que ce sera très caustique aussi, que ce sera tourné vers l'humour et sur la façon dont en fait c'est des bordels de production dont nous on voit les conséquences, on arrive à les suivre, et j'imagine que là ils vont le faire avec un côté un peu plus satirique encore, quoi. Un peu comme la partie un peu Dawn of the Seven, tu sais, dans The Boys en fait. Le JT? Non, mais là, tu sais, quand tu vois les scènes où ils sont avec les producteurs, où ils disent, oui, faut que tu sois plus, la parodie de Justice League, là. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. De toute façon, là, encore une fois, le scénario s'écrit tout seul, hein. Il suffit de regarder l'univers DC en ce moment, par exemple, pour déjà imaginer des scènes très drôles que beaucoup de TikTokers s'amusent à reprendre et à analyser de manière effectivement assez rigolote. Vie, pour ceux qui voient pas, c'est une série sur la vice-présidente des États-Unis. Donc ça, c'est l'humour de la Maison Blanche. Effectivement, l'humour du chaos, l'humour y a rien qui se passe comme prévu et tout. Et Sam Mendes, quand même, à la mise en scène du premier épisode, c'est fou. Je savais pas que Sam Mendes réalisait des séries. C'est sa première entrée dans la série télé, du coup. Ok, voilà, super. Et là, il y a son nouveau film qui arrive bientôt, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc c'est cool. Ça peut être l'occasion de faire quelques vannes méta, justement, s'ils font leur devoir.
Maintenant, bon, ça reste quand même un truc un peu facile, je trouve, par rapport à tout ce qu'on sait les super-héros. Moi, limite, si HBO voulait faire des séries avec des propriétés comics, je serais plutôt intéressé. Il y a beaucoup de trucs qu'ils pourraient faire, mais qu'ils ne font pas, parce qu'en fait, je pense qu'en interne, ça les fait pas du tout rire, la prise de pouvoir de l'imaginaire super-héros sur Hollywood. Ça doit être leur réponse un peu, justement, corrosive, mais c'est un peu dommage d'imaginer tous ces mecs qui ont tellement de talent et qui, en fait, refusent de participer au truc parce qu'ils n'ont pas envie de se franchiser, avec DC, alors que ça leur appartient. Donc ouais, après on verra bien, c'est cool en tout cas, parce qu'on aura une bonne série télé où nous on pourra rigoler en mode genre ça fait référence au moment où Snyder en fait il a démissionné, après ils l'ont foutu à la porte. C'est drôle. Et mec le grand public à côté dira ah ouais ok je comprends la vanne, c'est très rigolo, un peu comme au début de Stan Lee dans l'univers Marvel. On était là en mode genre t'as vu le pépé là, c'est Stan Lee. C'est qui Stan Lee? Mais Stan Lee, monsieur le créateur des Fantastiques. On va pouvoir refaire ça avec notre chérie chaque semaine, c'est trop bien. Ah, trop marrant, c'est là où James Gunn il s'était fait virer parce qu'ils ont déterré des tweets tendancieux et qu'en fait ils l'ont réembauché et qu'après bah du coup c'est devenu le chef du studio concurrent. Là tu vois, c'est le moment où The Rock il a truqué les chiffres parce que c'est un connard. Ah purée, ça. En plus je dirais c'est que ma chérie elle connaît mieux ces histoires-là que moi malheureusement. Ouais. Bref, du coup voilà, ça arrive bientôt, peut-être ça va être bien. Ouais, je pense que ça, franchement, en tout cas, il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel et moi, je suis ultra chaud pour ce projet. Allez, du côté du cinéma, on a 2-3 petits trucs à aborder. Bah, justement, on va reparler d'essais, mais d'abord, un petit tour du côté de Marvel. Alors, juste pour dire, le nouveau trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse est sorti et c'était la branlette intersidérale. La branlette. La branlée. La branlée. La branlette, c'est tout à fait autre chose. C'est exactement l'inverse de la branlée, la branlette. Pardon, oui. C'est le même champ lexical, mais c'est de trucs très, très différents. Lapsus, pardon. Voilà, oui, lapsus. On va pas s'en remettre. Donc ouais, super généreux. Alors là, on voit un peu plus le scénario, pardon. On voit que Miles, a priori, va être poursuivi par les Spider-Verse de la toile du multivers. Il y a beaucoup, on peut faire des arrêts sur image à retrouver. Ouais, il y en a 10 000. Ouais. Bah, ils ont dit qu'il y a des versions réinterprétées de personnages qui existent déjà en comics, comme Spider-Woman, par exemple, qui est enceinte, comme dans le volume de Rodriguez, mais qui là, bah, du coup, est une femme noire. Donc il y a aussi des variations sur des variations. Il y a le moment où Parker emprunte un costume à Johnny Storm et du coup a son sac sur la tête. Sauf que là, il a vraiment un costume de Spider-Man en dessous. Donc en fait, c'est un Spider qui n'a pas de masque mais un sac sur la tête. Du coup, il y a quand même pas mal de trucs complètement débiles qui ont l'air juste géniaux. C'est super beau. C'est grave bien rythmé. Miguel O'Hara, il a l'air ultra vénère, ultra bulky. Je suis content, je suis bouillant. La musique, quand elle démarre, paf, t'es en mode, ok, d'accord. Ouais, c'est de nouveau Daniel Pemberton qui sera au score, donc ça va de nouveau être fantastique aussi. Ouais, d'ailleurs, une année entière sans Pemberton au cinéma, quand même, là, cette année. Donc, il est temps que ça revienne. Ça fait plaisir de le entendre un petit peu. Ouais. Bon, clairement, on va bouffer du Spider-Verse. On ira le voir 5 fois au cinéma, très certainement. À mon avis, ça va être, voilà, il y aura pas besoin. Mais moi, ce que j'attends, par contre, c'est de voir parce que autant le premier film, malgré tout le bien qu'on en disait, nous, on a fait les VRP, pendant un mois non-stop, sans grand succès non plus au cinéma parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui allait le voir au final. Mais maintenant que je crois que tout le monde a bien vu, a bien saisi le projet, il y a quand même une forme de hype en fait qui s'est installée et bah, j'espère du coup que ça va quand même vraiment beaucoup mieux marcher parce que le premier ça a été un énorme succès critique mais faut dire ce qu'il y a en termes de box-office pur et dur donc en prenant que les chiffres du cinéma et pas les films pas les chiffres d'après et bien ça si on prend les ventes de DVD les ventes de jeux McDo c'est ça n'avait pas si bien marché que ça quoi. Bah après là c'est une équation qui est quand même compliquée parce que t'as d'un côté le gros succès de No Way Home, c'est vrai, et quelque part des films Sony, bon, même si Morbius n'a pas marché, Venom ça a bien marché, ça montre que la propriété Spider-Man est en forme. En même temps le public, enfin le grand public manque des films d'animation, j'ai l'impression depuis que Disney a décidé que Pixar c'était pas intéressant pour les gens qui vont au cinéma, à part Buzz l'éclair. Mais en même temps, on est aussi à la période Covid, enfin post-Covid, où on fait des gros démarrages et des chutes très rapides. Il y a plus vraiment de sleeper hit, enfin de succès dans la durée, à part, s'il te plaît, non, à part Top Gun Maverick. il tremble, il a la veine du cou qui va exploser. La durée! les macarons! Donc, du coup, ouais, c'est compliqué à dire. Moi, je pense que s'il n'y a pas eu le Covid, il aurait beaucoup mieux marché que le premier, c'est sûr. Parce que maintenant, il a acquis un statut culte, l'Oscar du meilleur film d'animation. Et puis, je pense que tous les gens qui l'ont redécouvert grâce au streaming ou Blu-ray, ils sont d'accord pour dire que c'est le meilleur film Spider-Man. Alors pareil, leurs petits frères, leurs petites sœurs, et qui sont là, en fait, tu vois, qui vont venir répondre présent. Mais regarde, mais Black Panther 2, tu croyais qu'il ferait pas 800 millions, il va les faire.
Black Adam, je pensais qu'il allait pas faire plus de 100 millions, bah il les a fait, tu vois, c'est un vrai succès. Donc non, moi je pense que ça commence à redémarrer un peu. Peut-être qu'on peut espérer un meilleur succès, ouais. Enfin, à mon avis, c'est pas j'espère. En tout cas, le croisement des possibles est possible. Oui, parce que en face de ça, par contre, c'est vraiment toujours le côté binaire un peu, la binarité de Sony Pictures, c'est que d'un côté, donc il y a le prochain Spider-Verse qui sort, et de l'autre côté, t'as ce truc toujours plus invraisemblable, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à monter des projets sur des personnages quaternaires de l'univers Spider-Man, mais avec des bêtes d'acteurs, puisque Donald Glover a signé pour un film, donc c'est quoi? C'est le Hypno Hustler. Voilà, Hypno Hustler. Hypno Hustler. Donc c'est après, on a déjà El Muerto avec le hustler dans la culture ricaine, enfin afro-américaine, ça veut dire un peu le truand, le gangster, celui qui charbonne. Et hypno, donc c'est l'hypnotiseur, donc c'est le thug qui t'hypnotise. Ouais. Tu vois, donc on a El Muerto avec Bad Bunny et on va avoir le Hypno Hustler avec Childish Gambino, ouais, quoi. Donald Glover, effectivement. Mais en vrai, là, c'est plutôt une peut-être bonne nouvelle. Parce que, effectivement. Parce que c'est Childish, mais bah, parce que c'est Childish, c'est pas qu'un bon acteur. Childish, c'est Atlanta, c'est Guava Island. C'est un très bon scénariste comique. C'est un très bon script de série Deadpool animée avortée. Exactement. Voilà. En plus, il y a un côté revanchard, c'est qu'il revient chez Sony alors il avait été considéré, enfin pas considéré, il avait été poussé par les fans sur Internet pour reprendre le rôle après Tobey Maguire. Rappelez-vous, à l'époque, il était jeune, donc il pouvait en plus, et puis il était sec, il était nerdy, il était fan de Spider-Man, il en parlait souvent et tout. Il est fan de Marvel d'ailleurs en général. Hein. Et du coup, il y avait eu des pétitions, etc. Et en fait, c'est là qu'on avait eu le leak de Sony qui disait non, quoi, ça va pas ou quoi, Spider-Man il est pas noir déjà pour commencer, alors calme-toi bien petit. Bon, et Marvel Studios d'ailleurs avait répondu à ça en faisant un personnage méta dans Homecoming, puisque c'était l'oncle Aaron. En fait, oui. C'est déjà le potentiel prowler de l'univers Marvel Studios. Je pense qu'ils vont jamais le réutiliser, très honnêtement, parce que, enfin, à moins qu'ils veulent que je fasse un jour, mais non, mais non, parce que No Way Home a quand même fait un peu le soft reboot de cette partie-là de l'univers Marvel Studios. Si tout le monde a oublié qui était Peter Parker, lui aussi, mécaniquement, a dû l'oublier. Après, peut-être qu'ils vont le garder. Ça n'empêche pas d'être le prowler pour autant. Hein. Non, je pense à la limite, ils le referont en oncle Aaron s'ils font un Miles un jour, mais ce sera vraiment dans l'arrière-plan, quoi. Ce sera en mode genre, hey, t'as vu, je suis l'oncle Aaron et à demain. Et il sortira du cinéma du MCU pour de bon. Ouais. Donc là, il va jouer le Hypno Hustler, qui est donc un personnage qui, en comics, est un musicien qui hypnotise les gens. Voilà. C'est comme le Music Meister de chez DC. Ah, mais non, mais il y a rien d'original là-dedans. Donc après, voilà, il a pillé la caisse d'une salle de concert, Spider-Man va arriver, il pète la gueule et hop, il est en prison. Hop, c'est la fin du Hypno Hustler dans la saga de Marvel. Bon, là, effectivement, ça m'intéresse parce que c'est un musicien, Donald Glover, et voilà, c'est Childish qui a un lien méta avec Spider-Man, que c'est un très grand scénariste, très grand producteur. Atlanta, c'est une immense série télé, tout ça. C'est le fils de Eddie Murphy qui va écrire ce film. Wiles Murphy. Je ne savais pas qu'Eddie Murphy avait un fils qui était scénariste. Je crois qu'il avait rien fait avant d'ailleurs. Bon, moi, si c'est un projet qui est piloté par Donald Glover, comme il pilote Atlanta, Guava Island ou ses films à lui, enfin ses films, je sais plus de films, remarque. Pourquoi pas, parce que ça peut être méta, marrant. S'il y a Hiro Murai à la réalisation, mais tous les jours je viens, j'applaudis. Par contre, je pense pas. Mais il y a quand même une réflexion qui est plus logique que Bad Bunny en El Muerto, tu vois. Ouais, d'accord. Parce que tu prends un musicien, un super vilain musicien pour être joué par Childish, on sait même pas si ce sera un super vilain d'ailleurs, tu vois. Ils peuvent très bien dire non, c'est un galérien, c'est tout, c'est un loser. C'est un peu que genre encore Venom, c'est un loser par exemple. Ouais. Like you, I'm a loser. Eh bien, on verra ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est quand même, enfin, quand je t'ai vu faire l'article, j'ai fait, mais quoi, hein? Mais qu'est-ce que c'est un tel gâchis, en fait? Tu vois, c'est qu'il pourrait, maintenant qu'il y a le multivers, dire, il y a une terre parallèle où, en fait, Miles Morales adulte, c'est lui. Ouais, alors là, ils ont fait Old Miles en comics. Ouais, mais j'imagine qu'il y a des problèmes là, c'est des questions de droit, de personnages et de projets qui se chevauchent. Maintenant, ils se sont mis d'accord pour partager les thunes et tout. L'argent. Non, mais genre, dans Spider-Man 4, t'ouvres une porte dimensionnelle où Spider-Man rencontre un mec qui est un vieux Miles Morales. Et du coup, il y a le côté Peter B. Parker et Miles de Spider-Verse, mais à l'envers, avec un jeune blanc, vieux noir. Et après, plus tard, quand Peter Parker va rencontrer un jeune Miles Morales, il va se dire, ah, c'est toi, mon futur héritier, tu vois. Ça aurait été tellement logique de faire ça et tout le monde mettait un hommage méta réussi. Oui, mais ça rapporte moins de thunes. Bah, je sais pas. Que faire le Hypno Hustler. Je sais pas si ça va rapporter de la thune, gros. Morbius, ça a pas rapporté un copec, hein. Ça a rapporté, oui, c'est vrai, non, ça a pas rapporté. Si Black Adam est déficitaire, Morbius est déficitaire, frère. Ah, surtout qu'ils l'ont ressorti au cinéma, donc il a fallu repayer une panne de promo. Oui, mais Morbius a coûté moins cher que Black Adam, hein, quand même.
franchement, il y a quand même peu de chances qu'il ait fait beaucoup de pognon. Oui, non, mais ça, je pense qu'il a fait entre 52 et 72 millions de dollars. Entre 52 et 72 centimes, plutôt. Allez, Corentin, justement, on parle de DC. On va terminer cette partie cinéma avec du DC, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de DC. Et donc, une nouvelle en demi-teinte, peut-être, puisque James Gunn est à l'écriture d'un film Superman. Yay! Mais sans Henry Cavill. Oh, et donc, il nous a confirmé que, en fait, il ne reprendra pas le rôle de Superman, contrairement avec ce qui avait été annoncé. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà rapporté depuis le début, en fait. C'est que malgré l'annonce que l'acteur avait fait sur les réseaux sociaux, et malgré ce qu'une certaine partie de la fanbase avait voulu dire. Malgré les contrats signés, il a signé des contrats pour faire des caméos dans plusieurs films. En fait, non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a signé pour tourner ses caméos $250,000, mais il n'y avait jamais eu de contrat signé pour faire d'autres films après. Mais ça, c'est un contrat. Il a signé des contrats pour faire des caméos, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais ça veut dire qu'il comptait, en tout cas pendant une petite période, le réintroduire petit à petit dans Black Adam, dans The Flash, et probablement pour le faire revenir ensuite. Enfin, c'est ce qui avait été annoncé par Deadline quand ils avaient parlé de ce truc-là. Sauf que le projet Man of Steel 2, en fait, le traitement a pas plu, et que finalement ils l'ont mis de côté en attendant, justement, quand ils ont appris que James Gunn et Peter Safran reprenaient la tête de DC Studios. Et forcément, James Gunn, en toute logique, il a pas envie de rester coincé avec une pseudo-continuité super chelou qui a été en fait mise à mal par des gestions par des dramas pendant des années, quoi. Et donc il va il n'a aucune logique, la continuité, de toute façon. Oui, c'est ça. Donc là, il va pas faire forcément. Il a dit. Il y avait la Justice Society depuis le début, mais quand les Kryptoniens sont arrivés, ils ont rien fait. C'est ça. Ouais. C'est en mode, mais pourquoi? Enfin, c'est pas logique. Enfin, et Wonder Woman, c'est quoi? Est-ce qu'il a pas dans les années 80? C'est un peu comme les Eternals du MCU, tu vois. Tu peux essayer de trouver des tours de passe-passe. Non, mais frère, attends. Quand Maxwell Lord, il dit à la Terre entière, vous avez un vœu, ça crée des trucs, mais paranormaux, mais un truc de malade. Et après, tout le monde oublie. C'est pas arrivé, pas de souci. Non, mais non, stop, c'est pas cohérent. Les films de super-héros, Corentin. Oui, t'as raison, excuse-moi. Mais donc oui, c'est triste parce que Henry Cavill, voilà, c'était un bon Superman. Je le dis avec toute l'émotion du monde, c'était un bon Superman, voilà, ça fait chier, putain. Mais donc voilà, il ne sera plus Superman. Il ne sera plus le Witcher non plus. Et il sera, par contre, toujours Sherlock Holmes mais il va faire du Warhammer, du coup, c'est incroyable. Ouais, alors faut voir quand même. Il va faire la goutte. Quel studio va mettre des ronds pour faire un film Warhammer avec les moyens que ça suscite? Il faudrait un Jackson, tu vois, la tête du truc, là, moi, j'avoue, depuis la série Lord of the Rings, machin, j'ai plus trop confiance en Hollywood pour reprendre les ambitions qu'ils auraient eues à une autre époque, tu vois. Mais s'il veut faire les Résidorus au cinéma ou en série télé, sur 25 films, surtout qu'en plus c'est même pas fini les Résidorus en bouquin, donc s'il veut vraiment, genre, chaque film coûterait 300 millions et il en ferait 25 tout seul avec d'autres mecs musclés et très grands, moi je suis chaud. Mais je pense que on est quelques-uns à être chaud d'ailleurs, mais je pense que le premier film se plantera la gueule et après ils font jamais la suite. Donc frère. En tout cas, quand même, tu sais, Hollywood, ils ont Gunn a dit que ce serait pas une origin story, en tout cas, donc c'est déjà ça au moins qu'on se pour Warhammer? Pour Superman. Ah, mais je m'en fous, moi je parlais de Warhammer. D'accord, ok. Donc, ok, oui. Bon, après, voilà, Gunn qui fait du Superman, c'est cool. Parce que ça revient à un Superman positif. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parlais de Warhammer? On parle de Warhammer, moi je veux bien. Non, mais c'est parce que j'avais souvenir un front page où, tu sais, j'avais fait, pour qu'on avait parlé des Night of the Ghoul de Snyder et Frank Cavilla, qui serait adapté. Je te dis que c'était la nuit des ghouls et que c'était des mecs qui peignaient des figurines, et t'étais parti dans une imitation de ghouls fans de Warhammer qui, quand je l'ai réécouté, moi, ça me bute. Je vais pas la refaire. Non, mais ça me je sais qu'on a des potes qui sont en plus dans le hobby, donc. Mais ça me bute à chaque fois quand j'écoute ce truc. Donc, voilà. Donc, James Gunn qui fait du Superman, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, du coup, confirme son prochain projet dans le super-héros. Sachant qu'il a dit d'ailleurs que celui de Ta-Nehisi Coates sur un Clark Kent noir n'était pas abandonné, c'était aussi en développement, donc peut-être en parallèle, machin, quoi. Voilà, à voir. On verra bien. Mais du coup, en tout cas, ça, je pense, sera le nouveau film en fait du reboot de l'univers DC. Bah ouais, comme Man of Steel avait introduit. On l'avait dit au dernier podcast d'ailleurs. J'avais dit faire un prix de groupe. Et tout. en vrai, Gal Gadot, Jason Momoa, a priori, ça va devenir Lobo. Peut-être qu'ils feront un Aquaman 3, je ne sais pas. Ça dépendra comment le 2 marche, je pense. Je pense que même si ça marche, je pense que non. Je pense pas qu'il sera Miller, quand on l'avait dit, IL sera inemployable. Et déjà inemployable, en vérité, c'est à se demander pourquoi est-ce qu'ils abandonnent pas le film Flash, parce qu'il a coûté trop d'argent. J'ai bien conscience de ça, mais en même temps, c'est une énorme épine dans le pied. Là, ils en sont à faire des caméos qui coupent ensuite et qu'ils ont déjà payé, comme pour Michael Keaton dans Aquaman. Enfin, c'est tellement le bordel, c'est un truc de ouf. Il faudrait vraiment mettre tout ça sur papier avec une frise chronologique très claire.
pour que les gens reviennent en arrière et comprennent un petit peu ce qui s'est passé. Non, c'est incroyable. Non, mais pour le coup, tu vois, c'est The Franchise. Il y a vraiment une série à faire là-dessus. En fait, non, mais c'est clairement. Mais peut-être, je t'ai pas c'est rocambolesque. C'est vraiment ce TikTok en fait où t'as un mec qui joue James Gunn et un producteur de Warner Bros. Et donc il rentre dans le bureau de James Gunn et il fait Hey Gunn, alors je t'explique. Il faut que tu vires Amber Heard parce qu'apparemment les fachos l'aiment pas. Il faut que tu considères que la Justice Society c'est canonique, mais qu'Henry Cavill a disparu pendant cette période-là. Ah oui aussi, il faut que tu vires tout le côté Wonder Woman en 84 parce que là pour le coup les gens ont pas aimé. Donc par contre tu nous fais un Wonder Woman 2 qui se passe dans le passé. Le mec il fait toute la liste, il fait et t'as le mec qui joue Gunn en face qui est en mode genre et qui dit ah oui et puis aussi Snyder Cut c'est pas canonique, les gens préféraient ce film là à celui de Whedon, mais celui de Whedon on préfère parce que c'est plus facile pour nous. Et t'as ah oui non mais en fait c'est vraiment comme je pense qu'il est arrivé avec Safran, ils ont vraiment commencé eux à faire une truc chronologique, ils ont dû se dire on reboot, on fait Superman 1 et c'est le nouvel univers. Et on verra plus tard. Et Batman, il est bien dans son coin. Il a The Batman dans son coin et Joker aussi dans leur coin, parce que ça a toujours été des choses qui étaient séparées dès le départ. Voilà, qui sont de toute façon intouchables parce qu'elles font de l'argent. Ouais. Donc voilà. Et oui, donc, parce que c'est d'ailleurs ça qui décide un petit peu de qu'est-ce qui continue, de qu'est-ce qui continue pas. C'est est-ce que ça fait de l'argent ou pas. Et c'est pour ça qu'on termine avec Black Adam. Donc le deuxième film n'est pas dans les projets de James Gunn. C'est Dwayne Johnson qui a fait une annonce sur les réseaux sociaux pour dire clairement c'est pas dans les projets du début du DCU de Gunn, mais peut-être que ça pourrait revenir après dans le multivers. Un jour ils font Crisis. Ouais non, mais ça par contre je pense que c'est juste qu'il essaie toujours de sauver un peu c'est comme quand Mark Millar il dit non c'est pas Jupiter's Legacy c'est pas annulé, c'est que maintenant on fait une série anthologique et Super Crooks bah voilà ce sera la saison 2. Non mais arrêtez les gars, mais c'est pas grave. Comprenez en fait que des fois vous avez chié, c'est tout. Nous ça nous arrive aussi, on s'excuse, tu vois. Enfin bref, c'est tout le monde en fait dans une boîte. Quand tu fais une connerie, tu dis pardon et voilà. C'est même pas qu'ils ont fait une connerie, c'est juste qu'il y a un projet qui n'a pas marché. Non, si il a fait une connerie quand même. Voilà, le film il a aucune âme, aucune personnalité. Il a choisi volontairement de faire ce truc-là. Oui, mais c'est avec pas sa logique Follow the Fans et de couper en deux entre Shazam et Black Adam, ce qui était une mauvaise idée à la base et qui fait maintenant que les deux franchises sont vérolées. Bref, on verra pour le 2, hein. Je pense pas qu'il fera beaucoup d'argent non plus. C'est un pari salade si tu veux, Arnaud. Non, même kebab, là, je suis prêt à prendre un pari tacos. Là-dessus, je te crois. Mais donc oui, voilà, enfin, Dwayne Johnson, ça fait quand même 10 ans qu'il fait le même film sous différents titres. Il était temps que ça s'arrête et que enfin, les gens montrent que ça ne leur parle plus. Et donc moi, je suis content de ce point de vue-là parce que c'est pareil. La stratégie de leaker les chiffres. À un journaliste des faux chiffres et des faux chiffres en plus truqués des chiffres pour faire genre non en fait si tu prends en compte vraiment tout les économies qu'on a fait sur le café et tout, franchement il est rentable le film. Mais gros non ça marche pas, faut-nous la paix en fait. Il y a eu d'autres gens qui sont cassés la gueule avant toi, c'est comme ça, c'est Hollywood. Et regardez ça, c'est mes abonnements personnels sur TikTok. Regardez ça a fait vachement de la thune sur l'advertising. Limite par contre je me demande si ça ne crame pas Dwayne Johnson auprès de Marvel Studios, tu vois, parce que non, parce qu'il a dit justement de toute façon moi je suis toujours advocate pour que DC et entre parenthèses et Marvel réussissent. Et peut-être que ça, mais en même temps, j'ai envie de dire, maintenant, Dwayne Johnson et Henry Cavill, clairement, ils sont dispo, hein. Donc, Marvel Studios, non, mais Marvel Studios, pour le coup, et c'est un bon jeu de mots, Marvel Studios aurait tort de ne pas les embaucher, tu vois. Ah oui, c'est un bon jeu de mots. Ouais, t'as vu? En plus, il fait de la foudre comme toi. Ouais. Donc voilà. Moi je dis, Zack Snyder va trouver un comics qui sera un plagiat de Batman vs Superman en indé ou quoi. Il va acheter les droits à 10 000 balles et il va leur faire un film à tous les deux. Ouais, pour qu'ils puissent se taper dessus quand même. Pour faire le fameux. Mais quelque part, tout le monde Black Adam contre Superman. Mais quelque part, tout le monde sera content dans ce cas. Ah bah oui, mais même moi. Hein. Parce que là, avoir des grosses bastons entre les deux mecs musclés d'Hollywood pendant 2 heures par Zack Snyder, je signe. Hein. Mais je trouve quand même bien en termes de morale par rapport juste à ce que tu disais sur la stratégie des fans, où justement, enfin, les fans first est souvent un argumentaire qui est utilisé par certaines parties de la fanbase qui disent oui, mais c'est ça que les gens veulent. En fait, non. En fait, ça prouve que non, c'est pas, en fait, c'est qu'une partie des gens, effectivement, a soutenu le projet, mais que cette partie-là, de façon pragmatique, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui parlent de là, c'est qu'en fait, non, c'est une partie du public, en fait, la majorité du public n'est pas intéressée par ce genre de projet. Mais voilà. Parce que, simplement. Et c'est pas une question de qualité ou pas, parce qu'il y a des projets nuls, comme Venom, mais qui intéressent vraiment les gens, et c'est pour ça que ça continue de marcher et qu'il continue la franchise. Alors que pour moi, il fait beaucoup d'argent. Hein. Ouais, et même oui, mais Thor Love and Thunder, je pense que, tu vois, s'ils font un 5e Thor avec Taika Waititi, je pense que il y aura pas du tout ça risque d'être plus compliqué, tu vois, parce que là, les gens ont compris. Mais par contre, pour Venom, s'il faut le Venom 3, clairement, il va marcher autant que les 2 premiers, parce que les gens, je sais pas pour quelle raison ou pas, mais c'est vraiment ce que les gens veulent, pour le coup, tu vois. Et je me m'explique, mais du coup, Black Adam, par Dwayne Johnson, au final, c'était peut-être pas ce que tant de gens voulaient.
En tout cas, on verra bien ce que ça pas donnera. Comme ça, en tout cas. Pas comme ça, quoi. Pas comme ça, ouais. Ça, c'est sûr. Et ce qui est un peu con, moi, j'y ai cru pendant un moment. Le teaser en noir et blanc, le côté un peu violent. Je me suis dit, ça y est, il va ramener le côté Snyder. Non, mais moi, je me rappelle que le premier extrait du DC Fandom, moi, j'étais chaud, hein, clairement. Je trouvais moi, c'est le moment où il a attrapé un missile. Et où t'as les mecs dans la bagnole qui ont dit, t'as vu, il a attrapé un missile. Putain, c'était pas dans DC Fandom, c'était le premier trailer, du coup. Ouais, là, je me suis dit, c'est foutu, en fait. Et bah, du coup, voilà, j'ai pas été le voir. Mais dommage d'avoir, du coup, fait poireauter les gens 15 ans pour un film, au final, qui ne continuera pas. Le pire, c'est qu'il aurait sûrement une gueule différente il y a 15 ans, en fait. Ouais. Très bien, Corentin, on en a terminé pour ce podcast. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir et insérer l'AIUS sur les partages, les commentaires, les étoiles et notre page Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que à l'heure où on va poster ce podcast juste avant Noël. Donc on espère que vous passerez de bonnes fêtes. Offrez des BD. Si vous voyez vos proches, offrez des BD si vous le pouvez. Courage à celles et ceux qui passeront des moments moins joyeux si c'est votre cas. On vous fait des bisous et des bousilles aussi. Et des bousilles. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Celui-là. Tu veux la refaire? Non. C'était rigolo.